Donc je disais, comme vous êtes bien matinaux, on va commencer ce pari RB. Donc, comme vous le voyez, il y a pas mal de présentations. Est-ce que Adrien Folly est dans la salle? Oui, superbe. Maxime, pour Hexagonal Architecture, il est là ou pas? Non. Christophe, oui. Alexandre aussi. Sony est là ou pas? Sony, non, pas encore, il va arriver. Et Sylvain n'est pas encore là, il va arriver aussi. Ok. Donc, je vais vous faire un rapide tour d'horizon des jobs du moment. Voilà. Parce que maintenant, on a une belle job board. Ouais, c'est trop bien. Donc, on a donc Brand and Celebrities qui cherchent un développeur Ruby. Ils ont posté ça il y a le 30 janvier, donc c'est assez récent. Ça a l'air sympa. Il y a l'air d'y avoir du trafic. Et puis, ils font des trucs assez sympas. Genre, bon, ils font encore du Capistrano. Je pense que ça doit exister encore, ça. Environnement Unix ou Windows 95 au choix. Donc, c'est pas mal. Et Redmine. Voilà, donc n'hésitez pas à apply. Donc, le apply, c'est un petit mail tout simple, en fait. Et vous envoyez un mail au mec. Et puis, comme ça, vous verrez bien s'il vous répond. Mais je pense qu'ils sont... ça a l'air assez sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite offre? Alors là, on a Cour Avenue. Donc ça, c'est Nima qui cherche quelqu'un qui fait plutôt du front-end, mais qui connaît quand même Rails, qui connaît Git. Un peu une licorne, il cherche un peu une licorne. Donc si ça vous intéresse, je pense que c'est aussi une boîte sympa. Notamment parce qu'il y a Nima dedans, et Nima, il est fort, donc c'est sympa de travailler avec lui. Et Simplon, donc Simplon qui cherche toujours des formateurs. Donc si vous connaissez Rails et que vous connaissez, vous avez une certaine expérience dans le milieu de Rails, ça veut dire, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, c'est déjà pas mal. Bah, n'hésitez pas à postuler parce que c'est toujours pareil. Si vous pouvez enseigner ça à des gens un peu plus jeunes que vous, c'est le top. Voilà, et on a un poste à Londres. Alors, ça a été posté il y a presque un mois, je crois. Ouais. Et donc, voilà, 5 ans d'expérience comme software développeur. Voilà, donc ça a l'air d'être une application intéressante dans le sens où c'est de la gestion d'argent, donc c'est toujours intéressant. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, donc en fait, moi je vais commencer à vous parler directement d'un truc. Déjà, je vais vous faire le line-up. Donc déjà, bienvenue. Est-ce qu'il y a des gens qui sont jamais venus à Paris RB ici? Et il y en a combien? Donc un tiers, d'accord. Attends, il faut que quelqu'un aille ouvrir en fait. Donc on va avoir Sylvain qui va nous parler de Unix Shortcuts. Donc il va nous parler de c'est quoi les bons outils pour la ligne de commande, comment on fait pour faire des trucs assez sympas dans sa ligne de commande avec les raccourcis clavier Unix. Ensuite, moi je vais vous parler de Cloudflare ou SSL gratuit en 3 minutes. Donc qui doit faire du SSL pour son site aujourd'hui? Ok. Qui fait du paiement sur son site? Ah, c'est pas les mêmes qui lèvent les doigts déjà, c'est assez. Donc qui parmi les gens qui font du paiement sur leur site héberge leur page de paiement chez eux? Ok. Ok. Donc en fait, à partir du moment où vous faites du paiement sur votre site, les gens ils aiment bien quand il y a du SSL. Ça paraît bizarre, mais même vous en fait quand vous allez sur un site et qu'il y a le petit cadenas en haut, ça fait plus sécurisé, quoi. C'est plus sympa. Et les gens ils achètent pas si jamais il n'y a pas de SSL en fait. C'est assez con. Mais c'est vrai. Enfin en tout cas, c'est souvent le cas, quoi. Quoi? Ouais. Ouais, je vais faire le line-up, ouais, ok.
Non, je vais finir le line-up, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais parce qu'en fait, il y a personne, donc moi, je suis un peu, tu vois, je suis à l'aise, quoi. Tu vois, y a pas, Sylvain est pas arrivé. Normalement, c'est lui qui fait plutôt le line. Ok, donc ensuite, on va avoir Adrien qui va nous faire une présentation sur 42 grounds ou 42 grounds.io et qui va nous parler de comment on fait pour partager du code de façon optimisée. Ensuite, on va avoir une présentation de Maxime sur une hexagonal architecture. Ça a l'air assez intéressant, ça, il nous en a parlé un peu par mail. Je pense que ça va envoyer du lourd s'il est là, j'espère qu'il va arriver. Ensuite, on va avoir Christophe qui va nous parler de pourquoi je passe au business model open source. Donc, il en parlera mieux que moi. Mais juste pour résumer, en fait, en gros, il avait un business model en monthly recurring revenue, donc il faisait un truc avec un abonnement mensuel. Et là, il est en train de passer vers un autre modèle. Donc, c'est intéressant. Alex Santard va nous parler de Make Your Business Spofless. Et Sunny va nous parler de Ruby et ses blocs. Voilà. Et donc, c'est pas des pizzas ce soir, c'est du pâté, de la charcuterie et du fromage. Et du pain. Et des bières. Voilà. Ouais, donc ça c'est déjà fait. Ouais. Donc un truc que j'aime bien dire, c'est pour les gens qui parlent pas forcément souvent à Paris RB, qui viennent pas s'exprimer. N'hésitez pas à le faire, même si vous êtes débutant, même si vous n'avez pas l'habitude de venir parler. En fait, ce qui est intéressant quand on est débutant et qu'on vient présenter des choses de débutants, c'est qu'en fait, il y a plein de gens dans la salle qui sont débutants et qui comprennent rien au truc avancé. Et donc, si vous faites des talks un peu plus débutants, ça fera du contenu un peu plus utile pour tout le monde, en fait. Et donc, le truc, c'est que il faut venir faire un test de talk. Donc, test de talk, c'est facile. Vous préparez une présentation que vous voulez faire en 5 minutes. Vous donnez 10 minutes pour préparer le truc. Vous ouvrez votre gem file. Vous regardez la gem la plus, la plus sympa et vous venez la présenter. Et si ça a déjà été présenté, c'est pas grave. C'est open. Vous venez vous présenter, quoi. Alors, pour les cours Ruby, alors je sais pas s'il y a des mentors qui veulent se devenir mentors là. Mentor, non, pas de mentor. Ouais. Attends, je vais te passer le micro pour que tu poses la question. Tiens, vas-y. Ouais. J'avais entendu parler des Code Labs, c'est cette histoire de cours Ruby et c'est toutes les semaines ou c'est une autre idée? Non, c'est tous les mois, sauf que ce mois-ci, on n'a pas eu, je crois. Donc, en fait, c'est un peu en fait, c'est toujours pareil. En fait, le truc, c'est que les Code Labs, c'est vachement apprécié par notamment les débutants, mais ça se passe que s'il y a des gens pour l'organiser, en fait. Et Sylvain, il est de plus en plus pris. Et donc, si vous avez envie de prendre ça en main et de l'organiser, vous avez juste à le poster sur Meetup, sur le Meetup Ruby. Et ensuite, il suffit qu'il y ait 3 participants et ça part, quoi. Donc, si vous avez un lieu il suffit de le faire, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Tiens, je vais reprendre le micro. Merci. Alors. Ouais, donc là, on a plus vraiment Simplon comme sponsor, mais on le laisse quand même parce qu'on les aime bien. En fait, notre dernier sponsor, c'est lesjeudis.com. Et donc, je vais arriver à un petit point critique. En fait, on n'a plus vraiment d'argent en ce moment. Donc, si vous travaillez dans des boîtes qui marchent bien et que vous avez envie de contribuer au fait qu'on puisse continuer à avoir de la bouffe. Alors là, il n'y a pas Amandine qui filme, mais elle fait quand même le montage derrière, donc il faut la payer. Donc, si jamais vous avez des idées pour rajouter du budget et que vous avez des boîtes qui sont prêtes à sponsoriser, ça peut contribuer à développer encore le truc, ça peut être intéressant. Tu veux faire passer les offres de job Angular ?
Ok. Attends, je finis. Donc voilà. Donc, je vais commencer par ma présentation. Ensuite, peut-être que Sylvain, tu pourras faire la tienne. Et donc voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire là, c'est que. Tu as réussi à le mettre en place, le truc, ça marche pas. Ok. Donc là, juste avant qu'on commence le meet-up, Patrick, il est passé. Et donc, Patrick il organise les meet-up Angular. Et donc, des fois, on organise des trucs ensemble et tout. Et en fait, ça tombe bien parce que je voulais vous présenter Cloudflare et comment vous pouvez avoir du SSL sur votre site vraiment facilement et gratuitement. Et pour ça, je vais m'appuyer sur l'exemple de Angular. Là, je vais prendre jobs.rubyparis.org avec en HTTPS ici. Et en fait, juste avant que vous arriviez tous, on a fait la petite manip sur Cloudflare pour passer ce jobs.angular.ngparis.org en SSL. Et donc en fait, comment ça se passe sur Cloudflare? Donc vous créez un compte sur Cloudflare. Qui connaît Cloudflare? Qui a déjà entendu parler? Ok. Donc, Cloudflare, c'est un service, service assez magique en fait. Vous avez votre site qui est sur, par exemple, DNSimple. Enfin, vous avez vos DNS qui sont hébergés sur DNSimple. Et en fait, vous dites, j'ai envie de mettre du SSL sur mon site. Donc, c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi votre... comment vous faites pour mettre du SSL sur un site, ceux qui l'ont déjà fait? Le SSL, ça veut dire le petit HTTPS, le petit cadenas là, qui permet d'avoir du HTTPS et du vert en haut. Et qui rassure les gens qui viennent sur votre site. Qui a déjà fait ça et comment vous l'avez fait jusque-là? Alors moi je me fais pas chier, il y a un plugin Heroku qui fait ça automatiquement. Ouais. C'est un peu plus cher que si tu l'achètes, si tu achètes le certificat tout seul, pas beaucoup plus cher. Et il s'occupe du renouvellement automatique. C'est 20 $ par mois, c'est ça? C'est pour un seul nom de domaine, pour un seul sous-domaine, c'est 15. Et après, ça monte à 45. Je connais pas exactement les prix. Pour un sous-domaine? Un sous-domaine, c'est 15 € par mois. Okay. 15 $. Ok, très bien. Bah, c'est ce que je faisais avant, en fait. Oui. Ouais, par mois, ouais. Moi, j'essaie de le faire. J'ai tapé comment avoir un certificat gratuit. Et franchement, j'ai galéré. Et j'ai réussi à en avoir, gratuit, mais il marchait pas sur tous les browsers. Donc franchement, j'ai pas réussi à avoir un truc propre. On a eu un truc 3 mois pour Camaracer. Ouais. Et c'est le seul truc qu'on a pu gratter. Et il fallait vraiment payer, quoi. Même pas beaucoup, mais il fallait payer. Et donc l'idée, c'était pas de payer, donc c'était un plan. D'autres personnes ont déjà essayé, ont déjà réussi et... Oui, je suis passé par... Enfin, techniquement, c'était HRProxy, je crois, qui nous faisait la partie front. Ok. Et après, effectivement, il faut acheter un certificat. Alors, t'en as des pas chers. Je pense que le moins cher que j'ai dû trouver, ça devait être 10 $ à l'année. Après, c'est un peu plus cher si tu veux des wildcards. C'est ça, ouais. Voilà. Ok. Donc moi je l'ai jamais fait personnellement parce que ça me faisait vraiment chier de faire les trucs des certificats et tout. En plus il faut mettre des trucs bizarres dans son code. Et donc en fait j'avais fait la même chose que toi. En fait j'avais utilisé le plugin Heroku et je crois que c'est 20 $ par mois en fait le truc de base. Et en plus il faut acheter ça et puis il faut avoir un endpoint sur Heroku. Et le endpoint c'est encore de la thune par mois, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est encore 20 $ par mois. Donc en fait c'est quand même vraiment chiant, quoi. Surtout qu'en plus, sur herokuapp.com, si vous avez votre site sur machin.herokuapp.com, vous avez sur Heroku, hein, vous avez du HTTPS for free. Donc en fait, Cloudflare, qu'est-ce qu'il fait? Cloudflare, c'est un truc qui se place à la place de vos DNS que vous metteriez sur OVH, qui vont aller pointer sur, je sais pas moi... DigitalOcean ou sur n'importe quel serveur. Donc,
en fait, Cloudflare, c'est un petit service. Vous changez vos DNS, vous mettez les DNS de Cloudflare. Cloudflare importe tous vos DNS que vous avez sur votre truc, donc que ce soit DNS Simple ou OVH ou ce que vous voulez. Il importe tous les DNS. Vous avez quelques petites modifs à faire. Ensuite, vous activez Cloudflare. Ça, c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. En fait, il faut cliquer sur un truc pour activer Cloudflare. Donc, j'ai essayé pendant 3 heures, ça ne marchait pas. Et à un moment, ça a marché, j'étais content. Et quand vous avez activé Cloudflare, en fait, vous n'avez plus rien à faire. Ça marche et c'est fini. Et en fait, vous avez du HTTPS. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, Cloudflare, c'est que il prend le HTTPS que vous avez sur herokuapp.com et il le proxy, entre guillemets, vers votre domaine. Et donc là, on a du HTTPS sur jobs.rubyparay.org, basically for free. Voilà. Ouais. Du coup, ton certificat, il est où? Mon certificat? Mais j'en sais rien. Et je m'en fous, en fait. Ça marche. Non, c'est quoi le problème? Vas-y. Bah, le problème, c'est quand même que l'histoire du HTTPS, c'est pouvoir parler en encrypté. Donc, c'est pour pouvoir communiquer et être sûr de ce qui se passe. Donc, si tu ne contrôles pas le certificat, c'est un peu embêtant. Ton certificat, c'est Heroku qui te le donne. C'est le certificat sur herokuapp.com. Alors, vous voulez voir ce qui est marqué dans les infos? C'est donc Identity Verified. Qu'est-ce que tu veux voir? Connexion? Certificate Information. Domain Control Validated. Positive multi-domaine. Cloudflare, voilà. Voilà, c'est-à-dire que en fait, même si, alors c'est assez hallucinant, même si vous n'avez pas de HTTPS sur votre serveur, et ben lui, il va vous rajouter une couche de HTTPS, mais il le conseille pas. Mais ils peuvent le faire, mais ils le conseillent pas. Et alors, mais vu que là sur Heroku, de base vous avez SSL, là vous avez du vrai SSL de bout en bout et c'est gratuit. Et alors après, le truc, c'est que le truc qui est assez sympa sur Cloudflare, c'est qu'en plus de vous faire du SSL for free, Cloudflare, en plus, c'est une sorte de protection contre toutes les attaques classiques qui ont déjà été répertoriées par d'autres utilisateurs de Cloudflare. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de faire une injection SQL, par exemple, il est blacklisté chez tous les clients de Cloudflare. Donc vous protégez de pas mal de gens. Donc ça, c'est numéro 2. Et numéro 3, c'est qu'en plus, pour tous les gens qui n'utilisent pas de CDN ici, en fait, dès qu'il y a un asset, il le met en cache tout seul, en fait. Donc vous avez les images, les machins, tous ces trucs-là, c'est mis en cache par Cloudflare quand ça passe par leur DNS. Et tout ça for free. Et après, si tu parlais de wildcard DNS pour le HTTPS, donc en fait le seul downside, c'est qu'il faut que vous déclariez chacun de vos sous-domaines en HTTPS directement sur Cloudflare. Et vous ne pouvez pas mettre de wildcard, donc vous ne pouvez pas mettre de étoile.rubyparay.org, il faut les déclarer un par un. Et si vous voulez avoir le wildcard, c'est $20 par mois, c'est le truc pro sur votre domaine. Donc voilà. Je sais pas si on l'a déjà. On l'a ou pas, Patrick, le truc? Ça a marché ou pas? Voilà, donc là, c'est ça qui vous dit normalement quand vous n'avez pas mis de HTTPS. Voilà. Et donc, on va juste présenter vite fait les 2 jobs qui ont été mis sur NG Paris. Donc, comme vous le voyez, c'est la même job board. Hein. Voilà, donc on a c'est du Python, Django et Angular.
Voilà. Ça a l'air sympa. Il faut avoir 3-5 ans d'expérience. Et il faut connaître Postgre. Et là, un CTO Cines donc pour connecter des voitures au smartphone. Ça a l'air intéressant aussi. Et bon, c'est du Node. Et de l'Angular. Voilà. Et en fait, la petite manip, c'est pour ça que j'ai testé, c'est parce que juste avant que vous arriviez, en fait, la petite manip, on l'a faite avec Patrick pour essayer de faire marcher l'HTTPS comme ça en live avec Cloudflare. Voilà. Voilà, j'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Ils se rémunèrent comment Cloudflare en fait? Pourquoi ils font ça gratuitement? C'est quoi leur but? Bah, c'est du freemium en fait. C'est-à-dire que de base, tu payes pas. Eux, en fait, ils ont acheté un certificat multidomaine en fait qui marche partout et ensuite ils font ils ont réussi à proxifier le truc de façon intelligente. Je pense pas que ça leur coûte de l'argent en fait en SSL. Je pense qu'ils ont réussi à gérer le truc de façon intelligente. Et après, vu que leur business il est basé surtout sur la sécurité des utilisateurs qui utilisent Cloudflare, plus il y a de gens qui utilisent Cloudflare et plus potentiellement les attaques qui vont être perpétrées sur différents serveurs, ils vont être, ça va être les premiers à les fixer en fait. Et donc ils ont un système de protection contre les attaques des DOS. Ouais, des DOS aussi. Donc si tu te fais déchirer ton site par des centaines de bots, eux, ils ont un système de cache qui protège contre ça et qui détecte aussi les IP malignes. Ah, c'est assez impressionnant comme truc. D'autres questions ? Je vais essayer de poser la question autrement. En fait, est-ce qu'il y a un inconvénient, du coup, par exemple, à utiliser Cloudflare ? Parce qu'apparemment, s'il n'y a que des avantages, tout le monde y serait. Bah non, parce que c'est pas connu en fait. C'est bloqué en Chine. Ok, apparaît bloqué en Chine. Ah bon ? Bah, je sais pas. Moi, je vois pas de désavantage à utiliser un truc qui marche bien et qui en plus... Et surtout, c'est renommé, c'est-à-dire que aux États-Unis, c'est quand même la base. Mais c'est vrai que nous, ça commence à devenir connu, mais c'est pour ça que j'en parle en fait. C'est pas très connu, mais ça déchire, donc faut y aller quoi. Ouais, ça vaut vraiment le coup, c'est super populaire en fait. Et les cas où c'est pas vraiment utile, c'est si tu as déjà ton propre data center et que tu es énorme et que tu as ton propre système de protection anti-DDoS, tu n'as pas besoin de Cloudflare. Mais sinon, si tu n'as pas ton data center et tout, je conseille d'utiliser. Ouais, parce que les DDoS, c'est facile de te faire DDoS dès que tu commences à avoir un peu de trafic. Et là, typiquement, avec ça, tu as ta protection anti-DDoS, c'est eux qui gèrent. Voilà. Pour $20 par mois, quand tu commences à avoir beaucoup de trafic, forcément, tu prends le plan payant, mais franchement, ça va pas voler très haut, quoi. Encore d'autres questions ? Allez. Ah ouais, ça fait polémique. Ouais, petite question. Tu parlais avant de Heroku. On est obligé d'avoir son application déployée sur Heroku pour bénéficier de... Pas du tout. Pas du tout, mais comme je disais, ce serait mieux s'il y avait un schéma, mais j'ai pas eu le temps de faire de schéma. En fait, en gros, tu as comment dire ? Le browser de l'utilisateur, d'un côté. Là, tu as Cloudflare. Et après, là, tu as ton serveur, en fait. Et ton serveur, en fait, si c'est du HTTPS, ton serveur, entre Cloudflare et ton serveur, ce sera sécurisé. Sinon, ce ne sera pas sécurisé. Et en fait, Heroku, de base, il propose du SSL for free. Donc c'est pour ça que je parle de Heroku. Après, tu peux prendre n'importe quel autre serveur, mais par exemple, DigitalOcean, le forum par IRB, je l'ai mis sur DigitalOcean. Et en fait, sur DigitalOcean, il n'y a pas de SSL for free. Donc il faudrait que tu achètes le truc SSL. Mais bon. Voilà. Encore. Ah ouais. Tiens.
Vas-y. Merci. Est-ce qu'il y a une limite du nombre d'ajouts pour, on va dire... Le nombre de DNS, le nombre de nom de domaine sous-domaines. et sous-domaine. Oui. Ah, le nom de domaine, en fait, chaque nom de domaine, c'est différent. C'est-à-dire que tu n'as pas de multi-domaine, en fait. Chaque domaine est différent sur Cloudflare, en fait. C'est-à-dire, si tu dois ajouter 10 domaines, tu ajoutes 10 domaines. Et voilà, quoi. Il n'y aura pas de limite. Hein, Non, il n'y a pas de limite. Non, y a pas de limite. Et le nombre de sous-domaines, c'est pareil, c'est illimité tant que... Enfin, tu vois, la seule limite, c'est que tu n'as pas de wildcard, en fait. Ça ne va pas marcher. Il faut que tu les déclares un à un dans Cloudflare, en fait, les sous-domaines. Okay. À partir du moment où tu les as déclarés, c'est bon. C'est juste que ça ne marchera pas en... Ouais, tiens, vas-y. Moi, en fait, je me disais, du coup, la contrepartie, c'est potentiellement qu'ils ont toutes les informations sur mon trafic, en fait, du coup. Ça, parce que tout passe par chez eux, quoi. Tout à fait. Ouais. Peut-être la rémunération, elle est là-dedans. Peut-être, ouais. Ouais, non, mais c'était juste une remarque. Hein, c'est potentiellement le prix à payer, quoi, du coup. C'est ça. Bon, après, à partir du moment où tu utilises Google Analytics ou je sais pas quel autre service, ils ont les mêmes infos. Et ouais. Et je pense que le business model de... Comment il s'appelle les mecs qui font des stats sur les applications, là aussi... Aidez-moi, là. New Relic, c'est pareil. New Relic, je pense que la plupart de leur business model, il est aussi basé là-dessus. Sinon, ils ne feraient pas des trucs gratuits sur Heroku aussi. Ok. Bon, ben... Salut. Je pense que c'est tout. Vous avez encore des questions ? Qui ne connaissait pas Cloudflare avant de venir ? Qui va utiliser Cloudflare à partir de maintenant ? C'est gratuit. C'est tout. Ok. Donc bien sûr, j'ai des actions chez Cloudflare. Non, je rigole. Ok. Bon, bah, on va passer à la présentation de Sylvain. Sylvain. Si tu veux. T'as l'URL ou pas ? L'URL de quoi ? Ah bah non. Attends. C'est en quel... Ah, pardon. C'est en Dvorak. Merci. Alors... Hop. Alors, voilà. Juste un truc. Ouais. Ça. Ouais. Dès qu'il y a des speakers, il faut leur passer, sinon ça enregistre pas. Donc je le prends. Non, c'est celui-là que tu prends. Mais celui-là, d'accord. Quand, speaker, quand les gens ils parlent. Ah, ok. Et après, pour les speakers, c'est pas. Il y a moyen de mettre en full screen ? Bien sûr, je m'en occupe, vas-y. Okay. Bonsoir. Alors, j'ai vu sur Twitter il n'y a pas longtemps qu'il y a deux développeurs que je respecte beaucoup, donc je ne donnerai pas de nom, qui ne connaissaient pas des raccourcis Unix qui sauvent la vie, comme CTRL-R et CTRL-L. Alors, j'ai fait un petit lightning dessus, parce que voilà, nous et Pita, on a été élevés au shell et au terme, et on en recode et on nous le force par la bouche ou par ailleurs. Donc, en fait, je vais vous apprendre quelques petits raccourcis clavier qui sont super utiles. Et en fait, pourquoi je me suis limité et pourquoi ils sont super utiles, c'est qu'ils sont utilisables dans votre console, dans votre terme, dans IRB, dans toutes vos consoles SQL, MySQL, Postgre, dans presque n'importe quoi qui utilise la lib standard Unix pour faire de l'interface en ligne de commande. Et ben, vous l'avez. Donc, c'est super cool. Et donc pour ça, je vous ai mis toutes les lettres de l'alphabet. Alors moi j'ai mon top 10. Et pour que ce soit plus pratique, j'ai remis l'alphabet dans l'ordre. Donc en gros, tout d'abord, le premier truc qui vous arrive parfois, donc je suis obligé d'en parler en premier, c'est que vous tapez des trucs dans votre terminal et ça marche plus. Alors c'est super con, puis tout à coup vous vous énervez sur votre clavier. Et là, il y a tout plein de lettres qui arrivent et qui appuient sur Entrée, qui affichent des trucs, qui font des commandes que vous ne vouliez pas faire. Donc ça, c'est pas cool. Alors ça, cette surprise-là, c'est CTRL-S et CTRL-Q. Quand vous faites CTRL-S, ça veut dire on ne sort plus ce que vous tapez. Donc vous faites CTRL-S, vous tapez bonjour, il n'y a rien qui s'affiche. Puis après, vous tapez CTRL-Q, et ben ça revient, il y a bonjour qui s'affiche. Et vous avez tapé vos trucs. Donc voilà, je vous le dis juste parce que c'est la petite surprise. C'est une super bonne blague à faire au boulot, comme ça le mec il s'énerve. Et alors un autre truc que vous pouvez faire si vous voulez que les mecs s'énervent tout seuls, bon, hormis le très célèbre vous mettez quelque part un script shell qui pourrit la session du mec et puis vous l'exécutez, c'est tout simplement de taper des commandes, genre des trucs, des RM, des machins, tout ça, et puis de faire après un CTRL S, et du coup quand le mec ou avant, ensuite vous effacez l'écran,
Alors ça, on verra plus tard aussi comment le faire. Et puis après, vous faites contrôle, vous attendez, quand le mec il fait contrôle Q, bah, il y a tout qui s'exécute. Et s'il commence par faire des touches entrée pour le fun, pour savoir un peu où il est, ben, ça exécute tout et c'est très fun. Bref. Non, je déconne, faut pas faire ça aux gens. Donc, le truc super utile, donc en jaune, vous voyez les 10 raccourcis qui me sauvent vraiment la vie. Le truc super utile, c'est évidemment, vous avez un process qui tourne, ça vous énerve, ça marche pas, ça arrive pas à se connecter, c'est trop long. Vous faites CTRL-C, ça tue le process et puis c'est fini. Donc, vous faites ça dans vos IRB, etc. Vous avez parti une grosse commande, bah, ça tue IRB et puis bah, voilà, c'est fini. Donc, ça, évidemment, ça le tue en plein milieu d'un bout de code, donc ça a peut-être des effets un peu néfastes sur votre base ou votre truc comme ça, mais au moins vous avez tué le process. Un autre truc un peu plus sympa, c'est vous avez un process qui tourne et puis bah tiens, vous avez une autre idée, vous voulez faire quelque chose. Donc souvent, quand vous êtes en SSH et que vous êtes coincé avec un seul écran, un seul machin et que vous n'utilisez pas les screens et compagnie, ou les TMUX, Screen, TMUX, j'utilise très peu, mais quand vous en avez besoin, c'est vraiment super cool. Il y en a qui vivent que dedans et c'est très bien aussi. Bref, donc vous êtes en train de faire un truc genre éditer un truc dans votre Emacs parce que VI tout ça c'est nul. Donc vous faites CTRL Z, ça met Emacs en arrière-plan, vous tapez vos commandes et puis après vous faites FG et ça remet Emacs en frontal. Si vous avez plusieurs sessions de trucs, genre vous avez lancé un IRB et puis vous voulez lancer un autre truc dans une console SQL parce que vous ne savez pas le faire en IRB, ou enfin dans votre console Rails plus précisément, mais bref. Donc vous commencez, vous faites IRB, vous faites CTRL Z, il va au dodo. Et ça écrit process numéro 1, IRB, c'est bon, il dort. Donc après, vous ouvrez votre Emacs, vous tapez votre code, vous faites CTRL Z et ça écrit Emacs numéro 2, il dort. Ensuite, vous faites votre console SQL, hop, CTRL Z, numéro 3, elle dort. Et puis après, vous faites FG2, ça revient sur votre Emacs, FG1 sur votre IRB, etc. Donc c'est des trucs assez pratiques que j'utilise tous les jours. Un autre truc, évidemment, vous avez tapé une commande pratique, je sais pas, un déploiement, un script, peu importe. Vous tapez CTRL-R et puis 2-3 mots les plus intéressants et ça va vous retrouver en fait ce que vous aviez tapé dans l'historique, à moins que vous les ayez supprimés bien sûr. Et puis bah, comme ça, vous avez fait une super commande, vous êtes cool, vous faites ça. Ou typiquement quand vous partagez l'admin d'un serveur avec un copain ou un collègue, vous faites CTRL-R et puis vous pouvez un peu regarder les dernières commandes qu'il a tapées. Typiquement s'il dit bon bah j'ai dû partir, j'avais trop faim, je suis parti manger, je te laisse reprendre les mêmes commandes que moi, bon bah c'est parti, on peut le faire, c'est très sympa. Donc là je vous ai fait rechercher une super ligne de commande très compliquée dans votre historique, sinon vous l'auriez tapé à la main. Donc évidemment vous avez commencé à faire un peu n'importe quoi, vous êtes perdu, vous voulez pas que ça s'exécute, vous voulez pas le lancer, vous avez peur, vous faites CTRL-G, donc CTRL-G bah, c'est comme dans Emacs, vous êtes en train de préparer une commande très longue, on arrête. On prépare des trucs compliqués, non, on arrête, je veux pas le lancer, je veux rien faire. CTRL-G, c'est très pratique. Et ensuite, il y a CTRL-P et CTRL-N qui sont les lignes d'historique précédentes et suivantes. Donc voilà, moi ce que je fais le plus souvent, en fait, je connaissais même pas CTRL-P et CTRL-N jusqu'à ce que Thibaut me le dise hier. Je prenais les lignes qui m'intéressaient, je faisais CTRL-R et puis je retapais CTRL-R plusieurs fois et puis ça revenait. Alors je sais pas, vous avez fait... Vous analysez vos logs avec un gros grep bien sale, vous faites grep, CTRL-R grep, et puis ah ouais, c'est pas cette recherche-là, CTRL-R, non, c'est celle d'avant, non, c'est celle d'avant. Vous tombez sur votre commande, c'est super pratique. Donc ensuite, un truc pour se déplacer, alors ça, là où je les adore, c'est qu'en fait, ceux-là, ils marchent aussi sur tous les champs texte tout court. Donc alors récemment, on m'a mis un Windows dans les mains, donc j'étais un peu malheureux parce que ça le fait pas. Mais genre, vous êtes dans votre Firefox, vous êtes dans n'importe quel champ texte sous Unix, Mac, etc. Vous faites CTRL-A, vous arrivez au début de ligne, vous faites CTRL-E, vous arrivez en fin de ligne. Ça marche partout, c'est super pratique. Et puis, si vous voulez bouger au niveau des caractères et que vous ne voulez pas utiliser les flèches gauche et droite parce que vous êtes des gros rebelles, vous avez CTRL-B et CTRL-F. Bon, je les ai pas mis en jaune parce que du coup, c'est pareil, je les utilise pas très souvent. Dans les inputs aussi, un truc qui est pratique, donc vous êtes dans votre IRB ou dans votre console SQL, Postgre, machin, ou alors dans une console, vous savez pas trop quoi, on vous a mis un truc un peu bizarre dans les mains. Et là, vous savez plus comment quitter. Alors, il y a des fois c'est quit, des fois c'est exit, des fois c'est vous savez pas trop quoi. J'ai une astuce pour vous. CTRL-D, ça veut juste dire fin d'entrée du texte. Donc, quand vous êtes dans IRB, vous faites CTRL-D, puis c'est fini. Alors, en général, il faut le faire 2 fois parce que du coup, c'est CTRL-D, vous terminez votre ligne, et ensuite CTRL-D, la ligne est terminée, la l'input totale est vraiment terminée. Donc, CTRL-D, c'est vraiment super pratique. Et CTRL-L, vous avez écrit plein de bêtises sur votre écran, vous savez plus trop où vous en êtes, etc.
Vous voulez juste nettoyer, avoir un écran tout noir et puis votre petit curseur tout en haut. CTRL L. Voilà, alors moi je fais ça en général quand je fais, je sais pas moi, des greps dans des logs ou dans des fichiers. Vous avez commencé à faire un grep qui ressort trop de résultats parce que vous avez mis un -A, -B ou -C trop gros. Ou vous voulez comparer avec un autre fichier. Vous faites CTRL L et vous dites bah tiens, il y avait 25 lignes, de l'autre côté il y a 25 lignes. Vous faites CTRL L pour revenir tout en haut et vous êtes super tranquille. Je l'ai mis ici aussi parce que c'est fun, CTRL T, ça inverse des caractères. Vous avez écrit TETS au lieu de test. Vous faites CTRL T, ça inverse les deux dernières lettres. Ouais, c'est pratique. Bon, ça, c'est aussi un raccourci approuvé par l'église des Macs, donc c'est super cool. Et si vous faites Meta T, alors Meta c'est Alt ou échappe, ça inverse les deux derniers mots. Donc si vous faites Sylvain bonjour et que vous voulez dire bonjour Sylvain, vous faites échappe T et ça marche. Super pratique. Voilà. Alors vous avez bien entendu écrit et récupéré plein de trucs avec toutes vos contrôles R, P, N et tout le bazar. Donc évidemment vous voulez enlever la partie en trop. Donc le truc super pratique évidemment c'est CTRL K. Tout ce qui est après CTRL K ça tue. Donc là encore vous êtes dans votre Firefox, vous avez tapé une URL, vous voulez enlever tous les paramètres, passer un certain truc. Vous faites CTRL K et ça vire tout ce qui est à droite du curseur jusqu'à la fin de la ligne, donc ça c'est pratique quoi. Et je l'ai découvert en pratiquant, en faisant le talk. CTRL U c'est juste l'inverse. C'est CTRL K mais avant. Donc du coup si vous êtes content de la fin de la ligne et pas content du début, là où il y a votre curseur, vous faites CTRL U et ça supprime ce qui est avant. Donc ça pour le coup ça marche pas partout. Mais non, pareil, c'est standard dans les consoles Unix, donc c'est super pratique. Et ensuite, je crois que les utilisateurs d'Emacs et de VI sont d'accord sur le sujet, mais alors, je suis pas sûr. CTRL W et CTRL H, ça va supprimer respectivement le mot et le caractère avant le curseur. Donc c'est pareil, CTRL H, aujourd'hui tout le monde a backspace, donc on va plutôt taper là-dessus, mais c'est pratique à savoir. Alors une fois que vous avez tué du texte, il y a une dernière manière un petit peu spéciale qui est là aussi approuvée par l'église des Macs. C'est CTRL espace et CTRL W. Donc CTRL espace, vous faites ça au début. Je sais pas, vous avez un pâté de texte, sur la ligne 3, vous faites CTRL espace, c'est le début du marqueur. Et ensuite, vous allez n'importe où, ça peut être sur la ligne 1 ou 2 d'ailleurs, ça peut être sur la ligne 37. Vous faites CTRL W et tout ce qui était entre les deux disparaît. Vous avez tué la région qui est entre la marque et le moment où vous avez tapé CTRL W. Donc ça, c'est un truc très pratique, pareil que j'utilise tous les jours. Et CTRL Y va coller la première chose qui est dans le kill ring. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on a un peu oublié avec nos interfaces graphiques, Windows, Mac, tout ça. Mais en réalité, les gens, ils ont copié et collé. Et ce que Unix va préférer, c'est couper-coller. Et surtout, se dire, pourquoi n'avoir qu'un seul truc à coller ? On est dans un ordinateur, on a quand même la place pour quelques quarantaines d'octets, quoi. Et donc du coup, vous avez un pasteboard qui est ou plutôt un kill ring qui est infini. Donc vous coupez du texte, ça le garde en mémoire, c'est le premier qui est dispo. Si vous faites CTRL Y, ça l'affiche. Et puis vous recoupez du texte, vous coupez une région avec CTRL espace CTRL W. Vous faites plein de trucs comme ça. Et ça garde tout ça en mémoire dans le kill ring. Et puis après, quand vous faites CTRL Y, ça met le premier. Et quand vous faites Meta Y, donc Alt Y ou échappe Y, ça va revenir dans le kill ring au petit à petit. Donc je sais pas, moi c'est pratique quand vous faites de la rédaction, des mails, des machins comme ça. Vous coupez des morceaux, vous coupez le paragraphe 3 et puis plus tard vous dites, vous coupez le paragraphe 1, vous coupez un bout de phrase. Et puis après vous savez que c'est, on va dire 5 ou 6 rangs en arrière dans votre kill ring. Et puis vous dites, ah ouais mais en fait là en fin de mail c'est le moment parfait pour remettre le paragraphe 3 ou le paragraphe 1 d'avant. Hop, CTRL Y, échappe Y, vous retrouvez votre paragraphe, c'est bon. Donc ça c'est vraiment des trucs super pratiques. À part ça, le copy-paste de manière standard, pareil, avant que Unix et Mac et Windows se séparent, CTRL Insert et Shift Insert. Alors je sais qu'aujourd'hui sur plein de petits genre laptops comme les Mac, on n'a même pas la touche Insert, mais c'est les vrais raccourcis standards de copy-paste. Donc quand vous êtes sur genre n'importe quel système, ça marche toujours. Réessayez, trouvez un vieux Windows 95 chez vos parents, faites CTRL Insert, Shift Insert, ça marche. Voilà, donc ça c'est les raccourcis ultra super standards de l'époque de Xerox PARC. Donc forcément c'est un truc de fou. Caractères spéciaux, bon, c'est juste que j'avais envie de finir l'alphabet. CTRL I ça fait un tab, CTRL J et CTRL M ça fait des new lines. Je vous avoue que je connais pas la différence entre les deux.
Et CTRL V, ça veut dire verbatim. Donc vous tapez CTRL V, enfin en fait vous voulez taper le caractère CTRL C, ouais. Mais vous ne voulez pas tuer votre process. Et ben vous faites CTRL V, CTRL C, et ça dit attention, ce qui est juste après le CTRL V, en fait on va vraiment le prendre tel quel, c'est pas un truc à interpréter. Et donc du coup vous faites ça, et puis vous aurez un accent circonflexe C qui va apparaître dans votre ligne de commande. Sauf que c'est pas un vrai accent circonflexe et un C, c'est vraiment le caractère CTRL C. Donc voilà. C'est le genre de truc dont on n'a jamais besoin, mais bon, c'est comme ça. Du coup, si un jour vous faites un peu n'importe quoi et que vous voyez un CTRL C apparaître dans votre console, c'est probablement que vous avez tapé un CTRL V sans faire gaffe et puis un CTRL C ensuite. L'utilisation du CTRL I et J, c'est pareil, je les ai pas mis en jaune parce que je les oublie une fois sur deux et que je les utilise très très peu. Mais si vous êtes typiquement dans votre Emacs et vous faites un méta remplace, enfin un MetaX replay string, vous voulez remplacer plein de trucs et vous dites, je sais pas, j'ai un CSV, je veux transformer tous les points-virgules en tab. Donc vous dites à Emacs, je me mets en mode remplacer, je veux remplacer tous les points-virgules, vous appuyez sur Entrée et là vous remplacez par quoi? Et là vous êtes con parce que si vous appuyez sur Tab, forcément ça va essayer d'autocompléter, ça va faire autre chose, ça va faire un truc que vous voulez pas. Donc là vous faites CTRL I, ça rajoute un tab et vous pouvez faire votre rechercher remplacer, soit de n'importe quoi vers un tab, soit d'un tab vers n'importe quoi. Ou alors en supposant que vous ayez, je sais pas moi, un vieux copier-coller dégueulasse qui arrive et vous savez qu'à chaque fois que vous voyez genre 2015, ce serait bien de revenir à la ligne et que c'est pas fait dans votre copier-coller. Vous dites recherche 2015 et remplace-moi par 2015 CTRL J et donc là ça fera le new line et c'est super pratique. Voilà. Je l'ai pas trop souvent à faire, j'avoue que comme j'ai la flemme et comme je les oublie, quand j'avais ça à faire en général je faisais un script Ruby de 2 lignes qui me mettait des entrées, mais bon là c'est ultra standard et c'est super cool. Ouais. Tu peux aussi utiliser le verbatim pour le tab, rappelle Thibaut, et enfin c'est plein de trucs pratiques quoi. Si vous avez bien compté, il vous manque 2 lettres dans l'alphabet. Alors il me manquait CTRL X, je l'ai tapé dans mon terminal et ça n'a rien fait, donc j'étais un peu triste. Et en fait, après j'ai fait un deuxième CTRL X juste pour être sûr. Et là j'ai découvert un truc super magique. C'est qu'en réalité, imaginez ma ligne de commande, elle fait 60 caractères. J'étais en train de taper un truc à la colonne 20. Puis je me suis déplacé, j'ai tapé un autre truc à la colonne 40. Et là je fais CTRL X et je suis téléporté de 20 à 40. Et donc du coup, si j'ai envie de taper des trucs avant, genre grep machin ou find truc, en début de ligne de commande, et puis d'autres trucs en fin de ligne de commande, et qu'en fait, putain, j'ai oublié, je voulais taper un truc avant, après, et CTRL X, ça marche pour ça. Un peu le truc de fou. Ça fait partie des trucs que j'ai appris en faisant le talk et que j'utiliserai peut-être une fois ou deux. Sauf CTRL U que désormais j'ai peut-être utilisé tous les jours parce que c'est super cool. Mais voilà, donc c'est pratique. Si vous connaissiez pas ce genre de fonctionnement, genre je fais un truc et puis en fait je pars sur un autre bidule et puis en fait je veux revenir au premier truc. Regardez un peu ce que fait CD- quand vous êtes dans votre ligne de commande. CD-, ça revient là où vous étiez avant, donc c'est super cool. Imaginez vous êtes dans /var /tmp /machin parce que vous cherchez un vieux truc tout bizarre et puis vous avez envie de revenir dans le dossier de votre projet ou alors vous changez d'un autre dossier de projet qui a une arborescence super chiante. Et comme vous êtes fait chier à taper la commande de aller à A vers B, vous dites j'aimerais bien revenir de B vers A en 2-2, CD-, ça fait ça. Et push D pop D, ça fait le même principe que ce que je racontais avant sur le côté votre kill ring il est infini. Donc en gros, à chaque fois que vous avez un truc intéressant, vous dites tiens, je suis dans un dossier qui m'intéresse. Vous faites push D et ça va rappeler, il va se rappeler tout seul de votre liste de dossiers qui vous intéressent. Et puis du coup, quand vous voulez revenir, vous faites pop D puis ça vous revient dans les dossiers qui vous intéressent. Bon, c'est des comportements utiles. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tous les jours, surtout qu'aujourd'hui on fait des tonnes de trucs à l'interface graphique, bien sûr. Mais là où c'est vraiment pratique, c'est qu'en réalité, c'est la philosophie Unix de se dire on n'a peut-être qu'une seule ligne de commande, on est peut-être des fois sur 80 colonnes et 25 lignes, et de faire des trucs un peu tout pourris, mais n'empêche qu'avec cette simple ligne de commande, votre ordinateur, il sait faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs super pratiques. Et que c'est pas parce que vous avez un seul moyen d'entrer des infos dans le terminal ou dans votre ligne de commande qu'en fait, vous pouvez pas faire 25 trucs en parallèle. Et donc, il me restait la dernière lettre de l'alphabet, O, CTRL O, et j'ai eu trop du mal à trouver ce qu'elle fait. Et en fait, elle va en paire avec CTRL N.
À l'époque où les mecs ils faisaient des trucs en télétype, c'est-à-dire que non seulement vous entriez des trucs avec une ligne de commande, mais en plus ça sortait imprimé sur des bouts de papier. Mais une ligne de papier, hein, pas une feuille, pas une vraie imprimante, un truc, même une imprimante avec des aiguilles. Non, vraiment une feuille de papier longue comme ça. Et ben en fait, vous pouviez dire qu'il y a des caractères sur fond noir, en noir sur fond blanc et d'autres en blanc sur fond noir. Et c'est ça que ça fait. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la culture, parce que je me suis dit que j'ai quand même fait 25 lettres de l'alphabet et je vais pas finir là-dessus, quoi. Je vais pas laisser la dernière question sans réponse. Mais voilà. Donc ça, c'était vraiment les cas un peu tordus. Mais bien entendu, toutes ces configs vont dépendre de votre OS en général, de votre shell, de votre éditeur. Parce que si vous êtes de l'église d'Emacs, gloire à Saint Ignatius, ou de l'église de VI, mort à vous, damnation éternelle, tout ça, en gros, vous pouvez quand même choisir dans votre ligne de commande vos raccourcis préférés. Vous pouvez dire à votre ligne de commande, utilise plutôt des raccourcis Emacs ou utilise plutôt des raccourcis VI. Cherchez comment on configure $editor, c'est assez pratique. Donc voilà, au final, sur l'alphabet, les trucs vraiment utiles, évitez de vous faire avoir par du CTRL-S, CTRL-Q, mais les trucs vraiment utiles, c'est de gérer vos process, soit en les tuant, soit en les envoyant en arrière-plan, et de les ressusciter quand vous avez envie, de chercher un petit peu dans les commandes que vous aviez faites auparavant, de vous déplacer en début, fin de ligne, d'arrêter de taper ou de nettoyer un petit peu le bazar qui est sur votre écran, de pouvoir supprimer plein de trucs. Donc on a bien vu qu'avec le pasteboard infini, c'était vraiment pratique d'avoir le kill ring et de dire je coupe du texte, et puis je peux le rappeler quand je veux. Donc ça c'est les trucs qui, moi pareil, j'utilise tous les jours, sont vraiment super utiles. Si vous voulez taper des caractères spéciaux, vous avez cela, et puis le reste, c'est vraiment le truc pour la culture. Donc maintenant que vous connaissez toutes les lettres de l'alphabet, ce que je vous propose pour un prochain Lightning, c'est d'apprendre la ponctuation. Parce qu'en shell, il y a plein de trucs super pratiques avec le point d'exclamation qui rappelle des variantes des commandes d'avant, ou le $ et le point d'interrogation qui vont vous sortir diverses variables d'environnement ou rappeler des codes, des statuts, etc. Donc ça, c'est pareil, cherchez, cultivez-vous, c'est vraiment pratique. Et voilà, soyez contents. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Juste un truc, je sais qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui sont sur Mac. Et en fait, de base, sur Mac, il y a un certain nombre de raccourcis clavier de base de Unix qui sont gérés. Et en fait, il suffit de rajouter un petit fichier dans vos configs qui s'appelle key bindings. Et en fait, ce truc-là va vous permettre d'avoir quasiment tous les raccourcis. Donc le yank, donc le truc avec le contrôle espace, contrôle méta W, contrôle Y avec le yank et tout. Tous ces trucs-là, vous les avez for free. Donc c'est keybindings.dict qu'il faut mettre dans un truc dans application support dans votre, et vous avez tous les trucs genre contrôle D pour effacer la lettre d'après. Donc ça c'est tu les as de base, mais par exemple tu n'as pas le. Il y a certains trucs d'Emacs que tu n'as pas, genre le contrôle V qui se déplace en bas d'un. Mais ça c'est plus Emacs en fait. Mais vous avez un certain nombre de raccourcis que vous pouvez ajouter juste en copiant le fichier, enfin un fichier keybindings.dict directement dans votre dossier. Et c'est géré de base en fait, il suffit de l'activer. Même le CTRL-X, CTRL-X, il est géré. Carrément. Il y a Benjamin qui a une question. Alors peut-être que ça répond à ce problème, mais comment tu gères le méta, la touche méta sur Mac avec Emacs ? Parce que en fait ça marche pas. Il faut faire échappe. Je sais que pour faire méta X, tu peux faire échappe X, mais c'est ultra merdique. Moi je faisais échappe avant, donc je crois que Alt marche pas en fait. Si ça marche ? J'essaie Alt, mais j'ai du mal. Ouais. C'est super intéressant. En fait, c'est vrai que dans le terminal sur Mac, la touche méta, elle est difficile à activer. En fait, moi j'ai pas le problème parce que je suis. Non, mais si. En fait, quand la touche contrôle, c'est la touche contrôle, c'est classique. Enfin, c'est la touche Unix contrôle, quoi. Donc contrôle N, contrôle P, contrôle machin, tout ça, ça marche. Après, la touche commande, ça fait commande C, commande V. Donc ça, c'est les trucs dérivés de Windows. Et Alt, en fait, c'est la ponctuation. Tu sais, c'est les genres accent aigu, machin et tout. Donc faut l'activer en fait dans le terminal.
En fait, tu fais commande virgule, enfin tu vas dans les options de ton terminal et tu touches la touche Alt devient la touche Meta ou un truc comme ça. Enfin, t'as une option comme ça. Si vous êtes des gros fous, il y a toute une terminologie de dingue autour du clavier, de savoir quand est-ce que vous avez des sticky keys, c'est-à-dire que vous pouvez taper d'abord, puis dans un deuxième temps le reste, et on considérera que ça a été en même temps. Ouais. Genre, justement, quand vous faites échappe, puis Y, on considère que vous venez de taper Alt Y, mais alors que vous ne les avez pas tapés dessus en même temps. Et donc il y a plein de trucs comme ça, pareil. Faut être vraiment fan du clavier, de la config et des trucs comme ça, mais je vous assure que ça déchire. Et à l'époque où j'utilisais sous Unix des window managers super chelous, genre Ion 3, qui est un tiling window manager, donc c'est pareil comme Awesome WM ou des trucs comme ça. En gros, c'est pareil, c'est des mecs, c'est des gros malades du clavier, donc ils vont vous expliquer ensemble comment faire la différence entre la touche menu, la touche Windows, la touche machin, la touche Alt et Shift de gauche, la touche Alt et Shift de droite, si vous voulez mapper sur des trucs différents. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est un peu d'apprentissage, c'est un peu de curiosité, mais si vous voulez faire des trucs de malade mental avec votre clavier, vous pouvez. Et voilà, on l'oublie un peu, on tape dessus avec nos doigts sales, mais c'est vraiment super cool un clavier. On aime nos claviers. Ouais. D'autres questions ou d'autres remarques? D'autres choses pas claires, peut-être. Bon bah merci, c'était cool, j'espère que c'était rapide. Et merci beaucoup. C'était nickel. Bravo. Alors, merci Sylvain. Alors, donc on a Adrien Folly. Est-ce qu'il est là? Ouais. Ok. Est-ce que tu as ta presse? Est-ce que tu fais du live coding ou pas? Ok. Est-ce que tu peux enregistrer ton écran ou pas? Le flux de ton écran? Sur celui-là, ouais. C'est nickel. Mais si tu as une démo, ça va peut-être pas. Si. Ok. Je mets en français. Tiens, vas-y. Tiens, vas-y. Hop, commenter. Vas-y. C'est bon? Superbe. Est-ce que c'est bien ce truc-là ou pas? On peut pas mettre full screen. Si on met full screen, ça va pas enlever les trucs du dessous. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Ok, donc on accueille Adrien et Thomas qui vont nous présenter grounds.io. Bienvenue et à vous. Donc bonjour à tous, moi c'est Thomas Petraki, donc je suis là avec Adrien pour vous présenter Grounds. Mais avant de vous présenter exactement Grounds, j'aimerais vous parler un petit peu du code. Donc le code, pour moi, il y a deux choses qui se distinguent dans le code. On a d'un côté l'implémentation, d'un autre côté le comportement. Et en général, quand on se partage des bouts de code entre nous, etc., ce qu'on partage, c'est vraiment le code en lui-même. Et je sais qu'il y a un gros débat comme quoi le code, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art? Moi, je vais vous répondre très clairement sur mon point de vue personnel. Je ne trouve pas que le code en soi soit de l'art. Le code pur, je parle. Pourquoi est-ce que c'est pas de l'art pour moi? Parce que le code, il vous raconte pas une histoire, il vous fait pas marrer, il vous fait pas tirer des larmes. C'est pas un roman, c'est pas un film. Le code, il vous raconte cependant quelque chose, c'est quelles étaient les intentions du développeur au moment où il a codé. Donc on apprend, quand on voit les paramètres des fonctions, de quel type est-ce qu'il attendait ces paramètres, avec des expectations. On voit avec le nom des méthodes à peu près quel type de comportement est-ce qu'il attend de ce que sa méthode fasse. On voit avec le nom des classes qu'est-ce qu'il est en train de décrire, puisque quand on code sur des langages orientés objets comme sur Ruby, ce qu'on fait exactement, c'est essayer d'écrire un monde virtuel et essayer de décrire qu'est-ce que c'est un utilisateur sur mon site web. C'est pas une personne avec 2 mains, 2 bras, c'est juste quelque chose qui peut se loguer et payer parfois.
Qu'est-ce que c'est une vidéo sur mon simili YouTube? C'est juste un fichier qui s'appelle vidéo file et un nombre de compteurs de vues. Ce n'est pas effectivement une vidéo comme on le voit dans le monde réel. Donc ce qu'on construit quand on parle de code, on essaie de construire une description du monde qui nous entoure ou une description du monde qu'on voudrait pouvoir utiliser dans notre code. Le problème, c'est que quand on est amené à partager du code, ce qu'on partage, effectivement, c'est l'implémentation. C'est le point de vue du développeur de qu'est-ce qu'il attendait dans ses méthodes et de qu'est-ce qu'il attendait quand il essayait d'écrire ce monde. Et la question qu'on s'est posée avec Adrien, c'est comment est-ce qu'on pouvait partager le comportement du code, c'est-à-dire le monde qu'on crée vraiment quand le code est exécuté, puisque c'est là où la version artistique du code va se révéler en fait. C'est avec du code qu'on crée des jeux vidéo, avec du code qu'on crée des films d'animation, et ça, pour le coup, il y a une vision artistique derrière ce genre de produit. Et donc, Adrien a travaillé beaucoup sur Grounds et je l'ai un petit peu aidé pour essayer de créer un outil qui partage le comportement du code, en plus de partager l'implémentation. Donc maintenant, je vais lui passer le micro pour qu'il vous fasse une petite démonstration de ce qu'il a fait. Et je lui laisse la parole. Merci. Alors, donc j'ai fait une application web qui... non, c'est pas ça. Ça va être dur de... En fait, tu sais quoi? Attends. Il faudrait... Donc l'idée qu'on avait, c'était de faire quelque chose d'assez simple. Donc juste un snippet un peu qu'on peut partager comme avec Gist, s'il y en a qui sont familiers avec Gist. Sauf que il fallait ajouter la possibilité d'exécuter le code et pourquoi pas aussi d'être multilangage, parce que bon, on est à Meetup Ruby, mais il n'y a pas que Ruby. Et donc, une petite démonstration. Bon, c'est un exemple assez basique. Donc, qui dit code aussi en temps réel, on doit pouvoir faire ce genre de choses. Et donc voilà, basiquement à quoi ça ressemble. L'idée, donc, c'est multilangage. Donc on supporte à peu près là tous les langages mainstream, y compris PHP et Java. Puis on a ajouté quelques petites features pour ceux qui préfèrent, donc pouvoir changer le thème, l'indentation, parce qu'il y en a qui préfèrent donc indenter avec 2 espaces, 4, 8, et les tabulations. Aussi les raccourcis clavier, donc par exemple, si on met ce Dmax, on va retrouver les mêmes qu'on a vu tout à l'heure, donc CTRL A, CTRL E, CTRL A, CTRL E, etc. Ah, oui. Et donc bien sûr, on peut aussi le partager. Hop. Si j'ouvre. Donc ça marche. Donc rapidement, comment c'est fait? Donc on a une application web qui est faite en Rise. On a le code runner qui est du Node.js avec Socket.io qui renvoie en temps réel donc la sortie du code qui est exécuté dans des containers Docker isolés. Donc on ouvre un container à chaque fois, donc le code il est lancé dans un container qu'on se débarrasse après pour éviter de lancer ça directement sur le serveur et de le ruiner tout simplement. Puisque pouvoir run du code, on peut run donc du coup du untrusted code assez facilement. Et pour partager, basiquement un Redis. Donc pour faire ce projet, on était 3 et on a présenté ce projet donc à un hackathon Docker. Et donc c'est assez récent. Tout le code est open source et donc on invite quiconque veut participer et contribuer. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions. Des questions? Alors, sur DigitalOcean. Sur 2 Dockerhost.
Alors déjà, bravo, parce que je trouve vraiment ça génial. Vraiment super idée. Ça me donne envie d'utiliser. Et en fait, j'ai une petite question. Si par exemple, j'ai envie de partager du code qui est dépendant d'un framework comme Rails, j'ai envie de partager une action de contrôleur et de l'exécuter pour voir le JSON qui est craché et l'envoyer à un pote. Est-ce que c'est possible? Alors, pour l'instant, pour Rise, oui, parce que Rise je l'ai rajouté comme dépendance pour Ruby, dans le worker Ruby. Actuellement, le seul moyen de le faire serait de rajouter la gemme dans le worker sur le projet GitHub, donc d'envoyer une pull request. Pour l'instant, je vois pas d'inconvénient à rajouter des gemmes. Peut-être que si on en a beaucoup, à un moment, il faudra trouver une autre solution. C'est quoi, en fait, tu rajoutes des gemmes comment tu rajoutes dans l'éditeur directement? Non, en fait, j'utilise Docker. Donc Docker, ça permet de d'écrire une image qui va permettre d'exécuter un container avec cette image. Et donc c'est dans la définition de cette image, on rajoute la commande, on lui dit run, gem, install. Je peux pas ajouter moi des gemmes qui sont pas sur ton application, quoi. Non, pour l'instant non. Effectivement, c'est génial ton truc. Par contre, je pense qu'on a tous besoin de ton proj, sauf qu'on a tous besoin aussi de lib. En fait, tester juste Ruby tel quel, on peut tous le faire. Par contre, avec des libs, là, ça devient surpuissant, quoi. Parce qu'on a tous besoin de pouvoir s'échanger du code en dépendance d'une lib, d'un framework ou d'un machin comme ça. Et là, mec, c'est jackpot, quoi. Donc, faut que tu trouves un moyen. Ouais, mais je me doute. La question qui se pose principalement là-dessus, c'est que plus on va rajouter, plus ça prend de la place. Et plus ça prend de la place. Et pour l'instant, c'est hébergé sur 2 petits droplets. J'ai pas beaucoup de sous. Sur des fonds propres. Donc. Ouais, du coup, bravo, ouais, c'est super sympa votre truc. Juste peut-être 2 questions, 3 pour répéter avec ça. Du coup, c'est vrai que JSBean, ils font ça. Du coup, on peut charger des librairies JS pour pouvoir exécuter du JS. Donc, ça serait vraiment sympa d'avoir ça. Oui, bien sûr. Mais du coup, ce serait vraiment sympa. Donc, la vraie question, c'est en combien de temps à peu près vous avez monté ça? Et la deuxième, comment vous gérez, comme tu disais, les problèmes un peu de sécurité parce que dès que tu exécutes du code, n'importe quel code, tu dois sûrement pouvoir faire des conneries. Justement, du coup, l'avantage d'avoir Docker, c'est que Docker permet de faire des containers plus ou moins sécurisés. Bon, il y a quand même quelques trucs comme tout ce qui est fork bomb et tout. On a quelques... Oui, c'est pour ça que je demande. quelques limitations à rajouter, un peu en dur pour l'instant, avec tout ce qui est PAM limit ou ce genre de choses. C'était quoi l'autre question? Et l'autre question, c'était en combien de temps vous l'avez fait, à peu près? Moi, je travaille dessus depuis 4-5 mois. Mais il y a une grande partie, c'est parce que j'essaie d'avoir une couverture de test assez correcte. Et j'ai pas ajouté de feature depuis un petit moment. Okay. Ouais, Juste une question. T'as demandé à DigitalOcean s'ils voulaient pas héberger ton truc for free parce que quand tu fais ce genre de projet, qu'en plus c'est tout open source et que ça peut servir à des développeurs, faut pas hésiter à les contacter. Je suis sûr qu'ils peuvent te faire des trucs vraiment intéressants, quoi. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé. J'ai eu le droit à une page de statut gratuite offerte par status.io. J'ai une petite question qui est un peu... en fait, ça ne concerne pas la extension en verticale, comme par exemple ajouter des gemmes et tout ça, mais plutôt horizontale. C'est un peu plus un caractère pédagogique, mais par exemple, vous avez plusieurs langages. Est-ce que je passe à un autre langage? Est-ce qu'il va transférer, par exemple, les codes que j'écris en Ruby, il va les transférer en C# pour d'autres choses? Non. Non, c'est pas du tout. Je sais que c'est c'est compliqué, mais ça peut devenir très pédagogique. Ce serait bien, mais pour l'instant, j'ai pas d'algorithme pour le faire. Ok, c'est comme ça une idée un peu folle. Ouais. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Donc c'est super, hein, bravo. En fait là on voit qu'on peut exécuter un morceau de code. Hein. Comment ça marche s'il y a plus de code, hein? Parce que là tout à l'heure on a parlé de classes, on a parlé de plein de choses. Hein. Est-ce qu'il y a une idée de pouvoir... alors je sais pas, ça fait des mini-projets mais... Pas de support multifichier pour l'instant. D'accord, donc c'est un peu ça. Après dans l'avenir j'avais pensé une idée, c'était d'avoir d'un côté le fichier de code et de l'autre un fichier de test. Pour avoir des validations, par exemple de partager un bout de code. Par exemple un code challenge ou comme c'est quelque chose que quelqu'un peut exécuter et avoir avec des tests derrière qui permettent de dire là t'as réussi, t'as pas réussi. Ça c'est prévu plus ou moins dans le futur. Moi j'ai une question très terre à terre.
Tu t'es levé un matin et tu t'es dit tiens, je vais développer ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Il y a toujours une raison derrière un projet comme ça. En fait, basiquement, j'ai développé un peu en Go. Google a développé quelque chose comme ça pour le Go. Et quand je suis retourné en Ruby, je me suis dit, c'est dommage parce que maintenant je l'ai plus. Et j'aimerais bien partager mes bouts de code en Ruby et qui s'exécutent. Mais vu qu'à ce moment-là, j'étais assez à fond avec Docker, etc., je me suis dit, bon, quitte à le faire, autant le faire multilangage. Voilà. Bravo. Attends, il était Ouais, j'ai encore une autre question en fait. Comment vous allez réussir à vous différencier par rapport à des gens qui font déjà, je me rappelle plus du nom, je suis désolé, qui font déjà du IDE et tout en un. Donc en gros, tu mets juste le lien vers ton projet, s'il est open source GitHub, et tu as déjà ta command line, ton IDE et ton runner, tout sur le web. Tout simplement en restant sur quelque chose de basique, c'est-à-dire juste un petit bout de code et pas sur un projet complet. C'est effectivement des IDE même qui permettent d'avoir un environnement complet pour travailler, il y en a pas mal. Mais voilà, c'est resté à l'exemple simple de Gist en fait, de partager. C'était la V1 de Heroku ça en fait. Non mais c'est vrai. T'avais tout en ligne et tout, et ça servait enfin, tu pouvais pusher tes trucs, mais c'était, tu pouvais éditer. C'était avant maintenant ce que c'est Heroku, quoi. Avant qu'ils pivotent. Je suis désolé, mais on va prendre une dernière question. Après, on va être obligé de passer à la suite parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Ouais, est-ce que c'est possible d'écrire du code à plusieurs en même temps? Pour l'instant, non. Mais c'est une des prochaines choses qui va arriver. Ok. J'ai deux choses que je comptais remettre. Donc, c'est de la collaboration d'un côté, ce qui est quand même assez important, et peut-être aussi la possibilité de embed ça sur votre blog ou sur n'importe quel autre site externe. Ah oui, c'est cool ça aussi. Bravo, c'est vraiment impressionnant. Franchement, des projets comme ça, il n'y en a pas énormément, quoi. C'est génial. Est-ce que Maxime est dans la salle ou pas? Maxime, Hexagonal Architecture. Oui, non. Tiens, merci. Ok, donc on va passer au talk de Christophe. Ensuite, on a Alex et Sunny. Ah ouais, mais là, il faut déjà que la bouffe arrive, et la bouffe n'est pas arrivée. Donc on mangera quand la bouffe sera là. Va falloir qu'on accélère parce qu'en fait, on doit être parti d'ici à 22h, donc il faut y aller, quoi. Et il est 20h23, ok, donc ouais, il va falloir tracer. Vas-y, c'est quoi? Tu me donnes le reste? Slides.christophe. Slide2.es, ouais. Slide.es. Ouais, mais c'est parce que j'avais déjà. C'est celui-là, non? Ouais, c'est ça. Attends, est-ce que je voudrais aussi. Tu peux m'ouvrir GitHub. Ouais, je vais le passer en. Il faut que je me connecte là. Ah bon? Ouais, parce que je peux faire en direct. Ok, je me déconnecte. Ouais. Christophe. Attends, je te le passe en français. Fais cancel. Ça, tu peux revenir. Attends, vas-y. Tu m'ouvres aussi un merci Edgar. Ok, tiens. Christophe.rodillard@gmail.com.
pas de wish public, c'est que pour les speakers. Désolé. Ok, c'est parti. Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Christophe Robillard et je vais vous expliquer pourquoi je passe au business model open source sur un projet qui s'appelle Merci Edgar. Alors j'aurais pu appeler cette présentation pourquoi je passe de salarié à temps partiel, à freelance, à créateur de produits, à fournisseur de services, mais c'était trop long comme titre. Donc voilà, je vais vous expliquer la motivation. Bon, objectif très simple dans ma vie, c'est essayer d'être heureux. Donc en exclusivité pour Paris RB, je vais vous donner ma recette du bonheur. Alors c'est ma recette à moi, ça va pas forcément marcher pour vous, mais en tout cas moi je sais que je suis content quand dans ma journée j'ai réussi à créer quelque chose, que ça soit une chanson, une musique ou une nouvelle fonctionnalité. Quand j'ai appris quelque chose, quand j'ai compris quelque chose, voilà, je me sens un peu moins con. Et puis quand je partage un moment ou voilà, des informations avec quelqu'un, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me rend heureux. Voilà. Et pour créer, pour comprendre des choses, pour apprendre des choses, j'ai besoin de temps. Et mon problème, c'est que quand j'étais tout au début, quand j'ai commencé à bosser dans une SS2I, j'étais salarié à temps plein. Donc je bossais voilà, toute la semaine. Et puis donc le week-end, je dormais. Et j'avais pas de temps pour mes projets perso. Donc j'ai commencé à travailler, à être salarié ensuite au 4/5e. On travaillait 4 jours par semaine. Donc là, j'étais encore plus frustré. Parce que j'avais juste une journée de temps libre. Et je me dis, putain, si j'avais vraiment du temps libre, tout ce que je pourrais faire. Donc je me suis mis à mi-temps. Bon, là, c'était déjà un peu plus... j'avais déjà un peu plus de temps. Je faisais de la musique, en l'occurrence. C'est ça qui principalement. Dans lequel je m'épanouissais. Bon, puis après, j'ai voulu descendre en dessous du mi-temps. Et donc là, en tant que salarié, là, c'est plus possible. Donc, je me suis mis à mon compte. Je me suis mis freelance il y a 7-8 ans pour l'objectif de travailler moins que le mi-temps. Et donc, j'ai rempli mon objectif. Je travaillais à peu près, j'avais fait la moyenne 7-8 jours par mois, quoi. Ce qui me permettait de vivre correctement, puisque quand on est dans un métier où voilà, c'est plutôt bien payé. Donc j'arrive à payer mon loyer, à manger, à sortir et surtout à avoir du temps pour faire de la musique. Et puis il y a 2-3 ans, donc j'avais un projet perso, un spectacle voilà, avec notre musicien et puis 2 comédiens. Ça marchait, voilà, je faisais des concerts, des spectacles, mais j'étais tout seul en fait. Enfin, quand j'étais tout seul, je veux dire, c'est moi qui m'occupais de vendre mon spectacle au lieu, faire tout le truc non artistique, c'était à moi de le faire parce que j'avais pas de manager, j'avais pas de tourneur. Et donc il y a 2-3 ans, je jouais dans une salle qui s'appelle le Sentier des Halles, qui est une petite salle mais qui a un petit nom dans le milieu. Et je me suis dit ça peut être l'occasion de faire venir des pros et que enfin je trouve un manager, un tourneur, voilà, pour me concentrer uniquement sur l'artistique. Donc je fais 2 dates au Sentier des Halles. Donc je remplis la salle les 2 soirs. Donc j'arrive à payer les musiciens, les comédiens sur scène. Mais il n'y a pas un pro qui se déplace. Ce qui est assez fréquent sur Paris. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment démotivé. Ça m'a gonflé. Je me suis dit, bon, si je veux continuer sur le plan artistique, il faut que je m'organise autrement. Ça c'est pas possible, quoi. Et donc, vraie démotivation. Et donc là, avoir un boulot, certes, l'informatique c'est bien, mais moi c'était alimentaire en tout cas, parce que c'était, enfin voilà, oui, c'est alimentaire, et puis c'était pas forcément sur un projet qui me passionnait. Ça me dérangeait pas d'avoir un boulot alimentaire 7-8 jours par mois, parce qu'il était justifié par le fait que j'avais d'autres projets qui me nourrissaient, vous avez compris quoi. Sauf que quand le projet musical, j'étais plus motivé, le boulot alimentaire me gonflait prodigieusement là pour le coup.
Et donc, j'ai arrêté aussi. J'ai arrêté mon boulot alimentaire, dont il y a des collègues qui sont dans la salle, en me disant, l'expérience du centre idéal, je me suis dit, bon, si je veux continuer, j'ai 2 problèmes qu'il faut que je résolve. C'est que je ne connais pas bien le métier. Je ne sais pas pourquoi un programmateur de salle va programmer tel artiste et pas tel autre. Je ne sais pas exactement c'est quoi sa logique. Et deuxièmement, j'étais avec le fichier Excel à 30 colonnes quand je prospectais les lieux, donc pour mettre les informations sur les différents lieux, c'est quoi la capacité de la salle, quand est-ce que le programmateur est en recherche active d'artistes pour sa nouvelle programmation, etc. Et bon, le fichier Excel a très rapidement ses limites. Et donc j'avais besoin d'un outil, un CRM, voilà, pour vraiment faire du suivi de mes clients, entre guillemets, qui sont des lieux, des festivals. Voilà, qui m'aident vraiment à la prospection. Donc j'ai cherché un outil qui existait déjà. Il en existait un, mais qui était très très cher, enfin qui était vraiment pour les grosses prods et pas pour l'artiste autoproduit. Donc je me suis dit, je vais le développer. Et puis j'ai commencé à en parler aux potes intermittents du spectacle. Ah, ça m'intéresse ton truc. Donc je me suis dit, bon, je vais donner une chance à l'idée. Donc j'ai complètement arrêté ma mission voilà, chez mon client, ce qui me faisait vivre. Et donc pendant un an, voilà, j'ai vécu sur mes économies. J'ai découvert Ruby, qui me paraît, parce que moi, ce qui me fait vivre, c'est plus J2E, voilà, serveur d'administration WebSphere en l'occurrence. Donc j'ai arrêté ma mission. Je me suis mis à Ruby, qui me paraissait un langage qui me permettait de gagner en productivité. Je le regrette, mais vraiment pas du tout. Effectivement, enfin, c'est l'impression que le coder peut rendre heureux aussi. C'est possible. Voilà, bon, j'ai appris des choses, etc. Et, pardon, voilà, donc j'ai créé un outil qui s'appelle Merci Edgar, qui est un CRM. Tout le monde sait ce que c'est qu'un CRM. CRM, ça veut dire Customer Relationship Management. Donc c'est plus, il en existe déjà des CRM, je sais pas, Salesforce. Voilà, vraiment globalement, c'est vous mettez des informations sur vos clients ou vos prospects, donc vos futurs clients. Voilà. Sauf que là, moi, j'en ai fait un, mais dédié au monde du spectacle vivant. Voilà. Où les clients, là, en l'occurrence, vont être les lieux, les festivals, les comités d'entreprise, n'importe qui, à qui vous allez pouvoir vendre votre spectacle. Y a-t-il des musiciens, des théâtreux dans la salle? Ah, c'est bien ça. Ah, ça me fait très plaisir. Donc, tu vas avoir besoin de vous. Hein. Donc voilà, donc la cible... Ah bah carrément. Ah bah grave. Ouais, carrément. Alors, on met ça dans les propositions et les réponses juste après. Et la réponse est oui. Donc la cible, c'est les artistes autoproduits, les chargés de diffusion, des tourneurs. Et ce que je me suis dit, c'est que je ne vais pas faire comme quand j'ai produit mon CD, c'est-à-dire que je fais mon CD, puis le CD, il est sorti, ça y est, le CD sort, et puis voilà, le CD est sorti. Bon, j'ai carton de CD, mais si je ne crée pas ma communauté d'abord, ça peut poser un problème. Donc, comme ce qui était ressorti de mon expérience au Centre Idéal, c'était que je ne connaissais pas bien le métier. Je ne connaissais pas comment un programmateur de salle fonctionne, je ne connaissais pas comment un tourneur fonctionne. Tout l'écosystème autour de l'artiste, je ne savais pas vraiment comment il fonctionnait. Et je me disais qu'il y avait peut-être d'autres artistes qui sont un peu dans la même situation que moi, puisque c'est quand même un milieu assez codé. Et ben, je vais aller les interviewer. Donc, je suis allé interviewer des programmateurs de salle, des directeurs, des tourneurs, des managers, des attachés de presse, la programmatrice des émissions de Drucker, la programmatrice musicale des émissions de Drucker. Donc voilà, je dois être au 27 ou 28e interview et ça m'a permis de me créer ma première communauté de futurs utilisateurs du logiciel, des artistes autoproduits comme moi, qui se posaient également ces questions-là. Et en fait, quand j'ai interviewé, c'était vraiment au tout début, j'ai interviewé une nana qui bosse au centre Barbara FGO, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une salle sur Paris qui accompagne beaucoup d'artistes. Donc je l'avais interviewé. Et je lui ai dit, je lui explique que la finalité, ensuite, c'est un logiciel de booking. Elle me fait, ah bah ça tombe bien, j'organise un salon qui s'appelle le FIDIM, t'as qu'à montrer ton logiciel. Je lui dis, mais attends, je n'ai pas encore codé, j'ai encore rien fait. C'est pas grave, tu montreras tes slides, ça te fait une échéance. Donc là, pendant un mois, j'ai bossé comme un malade pour au moins avoir des écrans HTML à montrer à
vraiment à ma cible, parce que c'était vraiment les gens du salon qui allaient venir, c'était vraiment des artistes autoproduits, quoi. Donc le salon s'est bien passé. J'ai ensuite fait des apéros d'Edgar, pour vraiment concevoir l'outil, pas comme moi je le fantasme, mais pour vraiment avoir du feedback dès le début sur des artistes qui pourraient être amenés à l'utiliser. Des apéros que j'ai pas fait uniquement sur Paris. Dans les gens qui aimaient les vidéos, il y avait des gens à Poitiers, des gens que je connaissais qui faisaient le off des Francopholies de La Rochelle, etc., etc. Et donc j'ai pu m'appuyer sur eux pour organiser des événements, pas uniquement sur Paris, mais dans différentes régions de France, quoi. Et ça m'a permis de faire connaître l'idée et puis de voir vraiment du feedback pour concevoir mon outil. Donc, il y a quelques salons qui existent et l'idée c'est que je me suis vraiment complètement calqué sur ces salons pour la sortie de nouvelles fonctionnalités et, et pour profiter de la visibilité qu'offre le salon. Notamment les BIS de Nantes, donc, qui avait lieu il y a 1 an, qui est vraiment un salon tous les 2 ans où il y a tous les métiers du spectacle vivant, grosso modo, qui se retrouvent tous les 2 ans. Donc, voilà, bref. Tout ça pour dire donc, que j'ai fait une première bêta en février dernier. J'ai assez peu communiqué en fait. Moi, j'ai pas dépensé d'argent dans la pub. C'est plus mon outil de communication, c'était juste les vidéos, les interviews. Et il y a un bouche-oreille qui s'est fait, qui a permis d'avoir là aujourd'hui 700 personnes qui sont inscrites, qui utilisent l'outil, vraiment sans communiquer. Là, je vais commencer maintenant à communiquer plus. Alors, je sais pas à quelle heure il est. Peut-être pas vous faire une démo, mais très rapide. Très rapide. Non, ça va être chaud. Hein. Bah, c'est comme ça. Vous êtes vraiment. Il y a un suspense qui est intenable. Donc, et donc, dès que vous arriverez ce soir chez vous, vous allez vous jeter sur merciedgar.com parce que l'intérêt, donc, ça vous permet de faire de la gestion de contact et du suivi. Et même si vous n'êtes pas artiste, que vous êtes freelance, que vous avez une boîte, que vous avez besoin d'un CRM, l'intérêt de Merci Edgar, c'est que vous avez des fiches spécialisées avec des champs type la capacité de la salle, quand est-ce que le programmateur est en recherche active pour la saison suivante, ou quelles sont les esthétiques programmées, les styles de musique programmés. Mais vous avez également des informations génériques, donc vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle activité. Vous avez des personnes et des structures, des personnes qui travaillent dans des structures. Bon, bref. Aujourd'hui, comme fonctionnalité, il y a la gestion de contact. Prochaine fonctionnalité qui doivent sortir, ça va être j'ai décroché une date à Toulouse, un concert à Toulouse. Je vais essayer de communiquer à tous les pros qui sont dans ma base à 50 km à la ronde de Toulouse et envoyer une newsletter ciblée. Donc ça, on peut le décliner sur n'importe quel domaine d'activité, pas uniquement dans la musique. Et puis troisième module qui sera développé, c'est une fois que j'ai décroché une date ou que j'ai une date qui est en option. Quand je dis date, c'est un spectacle vendu ou confirmé. Dire est-ce que cette date elle est en option, est-ce qu'elle est confirmée, si elle est confirmée, à quelle heure va avoir lieu la répète, la balance le jour J, à quel est le prix au niveau billetterie, etc. Bref, je vous laisserai découvrir ça plus tard. Hop. Et donc moi, au départ, le modèle économique qui me paraissait le plus simple, c'était, les gens s'abonnent mensuellement, donc il y a de l'argent qui tombe chaque mois, donc assez classique. Si vous allez sur le site merciedgar.com, c'est encore inscrit bientôt payant à 10 € par mois. Ça va être finalement, j'ai changé le modèle. Moi, le problème que je voyais essentiellement, c'est que là, ça faisait depuis septembre-octobre, je me disais, l'objectif c'était de le commercialiser à partir de janvier, que les gens commencent à sortir leur carte de crédit à partir de janvier. Et plus ça allait, plus je me disais, ça va être des clients, je vais faire du support, je vais faire un truc qui va pas me plaire, quoi. Je vais m'enfermer dans quelque chose qui va peut-être me faire gagner de l'argent, effectivement,
Mais il y a un principe de plaisir quand même qui me paraît important. Et je sentais que j'allais m'enfermer dans quelque chose qui allait vraiment pas me plaire et pas mal d'activités qui me donnaient vraiment pas envie. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas grave, tu peux très bien engager quelqu'un pour faire ça, être dans le modèle plus classique d'une start-up, de lever des fonds, ou trouver quelqu'un un investisseur, etc. Alors, bon, le problème c'est que si un investisseur il va mettre de l'argent sur mon projet, il faut que je lui dise, je faut lui vendre du rêve. Je suis dans une logique de croissance à l'international, etc. Bon, je suis pas dans une logique de croissance. Non, je dis des choses franchement. Non, moi je veux que l'argent tombe. Voilà, si je peux avoir 1 000 € par mois qui tombent, c'est très bien. Et je travaillerai moins que 7 jours par mois et je ferai encore plus de musique. Mais ça, je pense pas que c'est un discours qui peut entendre l'investisseur. Faut être honnête. Donc, comme c'est pas un discours qui peut entendre, j'aurai pas l'argent de manière pour payer quelqu'un d'autre pour faire les trucs qui me gonflent. Voilà. Donc je me suis dit bon, faut que je trouve un autre modèle. Et je me suis dit la chose suivante. Bon, tous les gens qui utilisent là pour l'instant, j'ai très peu communiqué. Il y a un bouche à oreille qui s'est fait. J'ai 700 personnes qui sont inscrites sans communiquer et ça veut dire que vraiment les gens s'en parlent. Bon, ça répond à un besoin. Et qui sont ces gens qui utilisent Merci Edgar? C'est soit des artistes autoproduits, soit des petites prods qui ont toutes un besoin en termes de formation. Comment négocier une date avec un lieu, avec un festival, comment bien communiquer pour avoir des gens qui viennent vous voir dans vos concerts, comment faire toute la partie administration, etc. Et donc je me suis dit, voilà, l'idée plutôt c'est de vendre de la formation à ces gens-là, à cette communauté que je suis qui est en train de naître, qui va grossir. Et là, pour le coup, monter des formations, je trouve des formateurs, ça tombe bien, j'en ai trouvé pas mal qui peuvent faire le boulot quand j'ai fait mes interviews vidéo. Je prends un pourcentage sur la formation. Et voilà, une fois que la formation elle est montée, ça me demande moins de boulot que de faire le support pour des clients on est vraiment en B2C, je sais que ça me prendrait un temps beaucoup plus important. Donc c'est ça l'idée en fait, je me dis je vais vendre des services à la communauté que je suis en train de faire grossir. Et en fait l'idée c'est qu'il y a d'une part, il va y avoir 2 structures juridiques. Il y a une association à but non lucratif, donc vraiment loi 1901 qui a comme objectif de piloter le développement du logiciel Merci Edgar, qui va être en open source. Et voilà, l'objet de l'association, c'est créer des outils pour aider les artistes, pour que les artistes puissent s'entraider. Donc ça a été fait le 14 janvier 2015, donc c'est très, très, très récent. Donc dans le conseil d'administration de l'association, vous avez des tourneurs, des artistes autoproduits. Il me fallait quand même quelqu'un qui représente un petit peu le monde du développement, en l'occurrence le monde du développement en Ruby on Rails. Bon, j'ai regardé j'ai cherché un petit peu. Thibaut Assus, j'ai vu qu'il faisait du jazz. Donc je me suis dit, ça peut l'intéresser. Et donc, je lui ai proposé d'être conseiller d'administration de Merci Edgar. Tu peux peut-être juste dire en 2 secondes pourquoi t'as pas réussi à me dire non. Non, c'était marrant parce qu'en fait, il est venu me voir et je pensais qu'il voulait qu'on bosse ensemble, faire du freelancing, des trucs comme ça. Et en fait, il m'a dit non, en fait, je lance un projet en open source et j'ai juste besoin de mettre ton nom sur un truc. Donc ça te prendra 0 temps et en plus, t'aides au développement un peu d'un projet pour que les artistes puissent gérer leur booking avec leur salle, leur tourneur, tout ça. Et en fait, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on arrive dans le milieu de la musique de savoir comment ça marche. Donc si on peut ingénierer un peu le truc, si ça se trouve, ça va peut-être simplifier la vie des gens et faire que les artistes puissent un peu mieux vivre depuis que les CD ne s'achètent plus. Voilà. Et puis finalement, t'as pas donné 0 temps, t'es déjà venu quand même à une réunion à l'Assemblée Générale. Ouais, je suis déjà venu à une Assemblée Générale. Normalement, je fais pas de réunion, mais là, tu vois, exception. Non, c'était sympa.
c'était sympa. Voilà. Donc ça, je suis assez fier que Thibaut soit au conseil d'administration. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il va bosser un peu plus qu'une réunion. Et donc l'idée, c'est que l'association, il y a une vraie vie associative, que les artistes se partagent leurs contacts pro entre eux. Donc si tu es adhérent à l'association, tu peux te partager tes bases contacts. Je sais pas, si tu fais de la chanson, ça peut être intéressant de connaître des gens en Auvergne qui font également de la chanson, qui vont pouvoir te filer des plans. Et puis si tu es, codeur en Ruby, que tu es artiste, et que tu as envie de ce genre de CRM et que tu as envie de contribuer, eh bien, ce n'est pas encore open source. Ça va l'être dans 3 secondes. Attends, comment... Tac. Hop. Donc, en fait, voilà, je vais sur... Ça, c'est moi. Attends, je vois rien, là. Excusez-moi, c'est trop petit. Repository. Voilà, Edgar, c'est encore privé. Je vais juste rajouter un fichier licence. On va dire que c'est licence MIT. Monsieur le conseil d'administrateur, vous êtes OK? Oui, très bien. Voilà, donc vous sentez quand même qu'on vit un moment historique quand même. Ah bah qui c'est qui a dit ça? Oh putain, excusez-moi, j'arrive pas à taper en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Oh, Robillard, pardon. L'orthographe sera sinon marqué dans la licence. Bon, je commit. Attention. Voilà. Bon, mais c'est pas encore sans reste privé, donc pour l'instant, j'ai pas encore pris trop de risques. Je crois que c'est settings. Voilà, c'est ça. Attention. Voilà. Ah non, merde. Tu l'avais pas fait. Hop, Edgar, je comprends ce que je fais. Voilà. Hop, je reviens juste là-dedans. Donc voilà, donc même si vous êtes parti, si vous avez besoin d'un CRM, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Bon, ça je vous l'ai dit, donc je vais vendre de la formation. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. J'aurai peut-être des réponses. Non, moi je voulais dire déjà, j'adore la démarche déjà qui t'a amené à créer le produit et puis même la démarche après de le mettre en open source. Je me demandais, est-ce que tu as imaginé de faire éventuellement un truc où on pourrait donner ce qu'on a envie, comme ça se fait des fois dans l'open source, ou genre si on a envie de te donner des sous, on peut t'en donner quoi. Tu veux donner combien? Ou à l'association. Oui. En fait, ça sera à l'association que tu donneras. Mais oui. Là, pour l'instant, faut que je code maintenant le fait de pouvoir adhérer et de pouvoir donner de l'argent. Enfin, que quand je dis je me suis trompé. Hein. Maintenant que c'est open source, voilà, tu peux le faire. Voilà. Mais on peut ajouter un guide type. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. D'accord. Je suis désolé, je vais faire un gros coup de pub. En fait, moi, je fais une encyclopédie de la musique libre, collaborative, une sorte de Wikipédia. Ça s'appelle zikme.org. Je suis en tout bêta. Moi aussi, j'ai arrêté de taffer parce que j'en avais marre. Et je fais que ça. Et moi, puis, il y a un moment, j'ai été obligé de me remettre à taffer parce qu'il fallait bien que je mange. Donc, j'en suis là et je pense qu'il y a moyen qu'on s'entraide. Mon moteur n'est pas open source parce qu'il y a des trucs dedans. Mais par contre, la data est libre. Et donc... voilà, à mon avis, on peut bosser ensemble. Ah bah, c'est super, vraiment bien. Alors moi, j'ai repris, j'ai quand même... parce que pendant un an, j'avais pas de revenus, puis comme j'étais indépendant avant, donc j'avais pas le droit au chômage. Bon, après, il faut quand même payer le loyer. À un moment donné, il n'y a plus beaucoup d'économies. Donc moi, je me suis remis à bosser 3 jours par semaine maintenant, là. Mais avec des collègues vachement sympas. Le boule, c'est pas du Ruby, donc c'est moins intéressant, mais voilà. Mais je pense que, juste, je termine là-dessus. Je pense que c'est
Enfin, moi, je regrette pas le choix. C'est un choix de vie. Hein, après, tout le monde ne le partage pas, mais voilà, d'avoir un boulot alimentaire quasi sûr, parce que j'ai pas 40 clients en l'occurrence. Moi, j'en ai un et j'ai une visibilité à 1 an, 2 ans. Pour faire quelque chose d'alimentaire qui paye. Et puis, à côté de ça, vraiment faire ce qu'on a envie, quoi. Je pense qu'on est vraiment dans un métier où on peut se permettre ce genre de choses, quoi. Juste une petite question. Comment tu as négocié ton 4/5e et ton mi-temps avec ton employeur? Alors le 4/5e, c'est très loin, parce que c'était vraiment après 1 an de boulot, je crois. Donc, comment j'avais je l'ai demandé. Mais je pense que généralement, on pense que c'est pas possible, en fait. Mais je crois que j'ai juste fait ça, je l'ai demandé. Et peut-être une chose qui a peut-être facilité la chose, c'est que quand je faisais des concerts, j'invitais les collègues. Donc ça veut dire qu'ils comprenaient pourquoi j'avais besoin de temps pour bosser mes accords. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à le demander. Après, il y a peut-être, je faisais pas du dev. À l'époque, je faisais du conseil et de la formation. Donc c'est peut-être aussi des boulots qui permettent plus. Voilà. Salut Edgar. Bon, en fait, il y a plusieurs choses que j'aime dans ta présentation, en fait. Enfin, le discours au début sur le bonheur, enfin sur toi, ta conception de la chose, et en fait le parcours également. C'est assez étrange parce que ça me rappelle beaucoup le parcours d'un autre entrepreneur américain qui s'appelle Derek Silver, et qui, pareil comme toi, faisait de la musique en fait, et ensuite a créé CD Baby qui lui a permis de faire de la promotion de son album. Et il a commencé comme toi à se rapprocher en fait d'autres amis, et finalement c'est devenu un gros truc. Et il a revendu beaucoup plus cher après. Et il est encore, voilà. Après ça l'a rendu certainement plus heureux. Mais en tout cas c'est un autre modèle économique. Alors en fait la question que je me posais, c'est la démarche que tu as eue de faire ces interviews, ensuite de faire ce que tu appelais apéro, mais que je voyais plus comme étant MVP en fait, quasiment. Est-ce que c'est une démarche qui est intuitive, ou c'est parce que tu as suivi un modèle comme le Running Lean ou quelque chose de similaire? En fait, moi j'ai acheté je suis tombé amoureux de Rails en fait, sachant que j'ai jamais vraiment fait jamais fait beaucoup de dev en tant que tel. J'ai plus fait de la formation J2E, formation WebSphere, mais j'ai peu été dans des projets en équipe, etc. Quand je suis tombé sur Rails, je me suis dit, putain, c'est bien, c'est agréable d'avoir quelque chose de bien pensé. On sentait que... et donc, je me suis intéressé un peu à DHH. J'ai acheté le bouquin, c'était pas Remote, mais l'ancien Rework, je crois, que je trouvais vachement intéressant. Donc, ça m'a pas mal inspiré, en fait, le bouquin Rework de DHH. Je sais pas si oui, voilà, c'est ma réponse. Très bien. Bravo. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était juste une réponse pour le côté passé au 4/5e et autres. Donc s'il y a d'autres questions, si c'est plus très à propos, je passe le micro. Non, personne? Ouais, donc c'est facile, hein, si tu veux passer au 4/5e, au mi-temps ou à moins que ça, il faut juste que tu saches absolument ce que tu coûtes et ce que tu apportes. Et donc au bout d'un moment, si tu dis je te fais le même bon boulot pour pas beaucoup plus cher ou pas beaucoup moins cher, sauf voilà, ça marche. Donc par exemple, tu dis imagine j'ai besoin de faire tourner un truc H24. Donc au bout d'un moment, tu prends un mec, ça marche pas parce qu'il faut qu'il dorme. Donc tu prends 2 mecs, mais en fait 2 mecs ça va pas marcher non plus parce qu'en fait de temps en temps il y en a un des 2 qui est malade, donc ça marche toujours pas. Donc tu prends un 3e mec et puis en fait tu vas prendre un mec de nuit et un mec de jour. Donc là déjà il te faut 2 mecs de nuit, 2 mecs de jour. Puis après ces mecs-là veulent des vacances. Donc de base il te faut 3 mecs de nuit, 3 mecs de jour. Donc en gros juste pour avoir un truc qui tourne H24, il faut au moins 6 personnes. Sauf que du coup quand tu embauches ces 6 personnes-là, ça overlap vachement. Parce qu'il y a plein de jeux, il y a des moments où tu n'auras qu'un seul mec, et puis il y a des moments où tu en auras, genre les 6 ils seront là sans trop savoir quoi faire. Et donc ça te coûte cher et ça te sert à rien. Donc toi tu dis, voilà, il y en a 3 qui bossent à plein temps et c'est très bien. Et moi je bosse très peu, mais juste dans les moments où les autres sont pas là. Et en échange tu me payes moins cher au total, et moi tu me payes plus cher pour les heures où je suis là. Ok. Tu sais ce que tu vaux, tu sais combien tu me coûtes, tu sais combien tu me rapportes, tu sais que ce sera moins cher, moi je te dis ok. Aucun problème, tout de suite.
Donc faut juste que, en fait aujourd'hui il y a plein de gens, je parle notamment des étudiants même de plein de gens qui sont à 55 ans ou proches de la retraite, je sais pas. Ces mecs-là juste ils savent combien ils gagnent, donc ils peuvent deviner combien ils coûtent, et encore souvent les gens s'intéressent pas trop aux impôts, donc ils savent même pas combien ils coûtent à leur patron. Et en fait ils savent pas non plus combien ils rapportent, donc juste c'est pourri. T'as juste à savoir ces deux choses-là, combien tu coûtes, combien tu rapportes, et après tu négocies ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'est facile, hein. Tu dis tiens, je vais aller demander une augmentation, et tu fais ah bah oui, c'est largement faisable, ou alors tu fais ah bah non, c'est pas la peine parce que juste je rapporte pas assez. Et donc ça, c'est juste super easy quoi. Réfléchis, regarde, demande. Des fois, il suffit juste de demander, hein. Et ça marche. Voilà. Et alors en fait, moi, je me rappelle un petit peu comment j'avais fait, et je pense qu'en fait, ils voyaient que j'étais déterminé en fait. Parce que moi, j'avais fait le choix de toute manière de travailler 4 jours sur 5. Et si c'était pas possible, bah, j'allais voir ailleurs. C'était pas négociable. Par contre, j'ai pas demandé d'augmentation. J'ai demandé de travailler un jour en moins. Finalement, c'était une augmentation puisque j'ai gardé le même salaire en travaillant un jour de moins. Puis c'est pareil pour le mi-temps. Mais je suis d'accord. C'est pareil. Hein. Si tu dis, il faut être prêt, tu vois. Quand tu mets ton truc sur la table, tu dis bah voilà. Moi, je veux 4/5, t'as le droit de demander. Mais ton patron, il a le droit de te dire, bah d'accord, t'as 4/5 du salaire. Et donc, soit ça te va, soit ça te va pas. Faut juste être clair dessus et avoir prévu le coup avant. Et puis, si t'es prêt à mettre ta dème en jeu, tu te dis, de toute façon, si vous le faites pas, je me casse. Et puis, ça va vous prendre 6 mois de trouver un autre mec, sauf que moi, je serai parti dans moins de 3 mois. Et donc, t'es dans la merde. Et donc, ça va aussi potentiellement te coûter cher un recrutement et tout. Bah, ça fait partie de l'équation, tu vois. Et donc mais je dis pas ça je dis pas étrangler les gens, tordez-leur le bras et foutez-les dans la merde. Et je dis absolument pas ça. Je dis juste, tu sais comment ça va se passer. Donc si tu dis, moi je veux des conditions super drastiques, genre tu veux tout de suite passer au 2/5 ou rien, ça c'est un peu bourrin. Et donc le mec t'es en droit de l'exiger, mais lui il est en droit de te dire non. Donc après il est en droit de te dire d'accord, casse-toi, ou alors tu restes dans les conditions précédentes, donc full-time, machin. Mais du coup, lui, il a plus confiance en toi parce qu'il sait t'as envie que d'une chose, c'est de te barrer. Donc, tu vois, faut juste être assez clair et ça marche vachement bien. Ouais, pardon. Moi, je suis désolé. T'as posé ta question ? Je suis désolé, je suis un peu dans le stress. Casino nous a enfin livré la bouffe, donc ça y est, on peut souffler. Ok, tu voulais encore ajouter un truc ou pas ? Non, c'est bon. On va. Donc merci Edgar, qui s'appelle Christophe. Voilà. Je vais appeler ça merci Christophe, comme Poilonce Ranking. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire moi ? Donc il nous reste. Qui a prévu de faire un talk là ? Sony ? Ok, vous avez faim. Est-ce que tu préfères parler après une pause bouffe ou avant ? Vas-y. Non, on va finir les talks parce qu'en fait on a vraiment très peu de temps après en fait. Donc là, de toute façon il nous reste 1 heure pour les derniers talks et la bouffe. Donc il va falloir quand même tracer. Ce qu'ils nous mettent dehors après en fait. Je tiens à remercier l'école 42 pour son accueil. C'est vraiment assez génial. Ils ont toute une équipe technique derrière. Vous pouvez les applaudir. Et toute l'équipe, le gardien, il est génial. Enfin, franchement, super accueil, quoi. Merci à eux. Sony, à toi. Merci. Bonsoir. Donc, normalement, je devais parler de Ruby et de blocs, mais ça a duré 20 minutes et j'ai très faim. Mais heureusement, j'avais une autre petite présentation sous le coude qui est Ruby Benchmark. Ne faites pas confiance à votre instinct. Alors, rapidement, ça c'est moi et ça c'est mon chat. Je suis du coup développeur Ruby depuis au moins 6 ans. C'est la seule photo de mon chat, d'habitude j'en mets beaucoup plus, je suis navré, c'est une présentation courte. Je bosse chez KissKissBankBank, qui aide aussi les créateurs, les artistes à se lancer et tout un tas d'autres projets. À côté, comme vous l'avez pu le voir juste avant, je m'intéresse à l'impression 3D également. J'ai une startup qui s'appelle Cults 3D.
que je fais grâce à mon 5e jour de mon 4/5e aussi. Et je confirme, c'est très facile, il suffit de demander et il suffit d'avoir un projet ou quelque chose à côté à défendre. Et à la base, mon envie c'était de faire de l'open source et il y a eu d'autres projets comme mon site autour de l'impression 3D. Ça parle dans une boîte comme KissKiss BankBank. Alors je vais vous parler de benchmark en commençant par une petite problématique. Vous voyez, pour ceux qui ont fait du Ruby, qui a fait déjà du Ruby dans cette salle? Levez la main s'il vous plaît. Ok, pas mal. Ça me donne une bonne idée. Vous voyez un bout de code Ruby. Je veux juste faire la somme des mines. Alors c'est quelque chose un bout de code que j'avais à peu près de cette façon-là. Le hash fait à peu près une centaine de clés valeurs. Faire la somme des mines, c'est relativement simple. Et en Ruby, les deux premières façons de faire qui me viennent en tête étaient donc la première, hash values inject, qui permettent sans céder d'active support de faire une somme de mon clé mine. Voilà. Si on a active support, on peut appeler hashSum. Donc tout en haut, j'ai require active support. Donc si vous avez Rails, vous l'avez. Mais sinon, il faut l'inclure. Voilà deux façons de faire. Et du coup, première question, c'est OK, la deuxième est plus jolie, mais c'est un code assez important. J'ai envie de savoir laquelle est la plus performante. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire que la première est plus performante, mais en même temps, je ne sais pas comment Active Support implémente Sum. Peut-être qu'il fait exactement la même chose. Peut-être qu'il a des façons de faire un peu différentes. Peut-être qu'il cède de raccourcis. Je ne sais pas. Et donc, quand on ne sait pas, on benchmark. Voilà un exemple. Donc, si vous n'avez jamais fait de benchmark en Ruby, c'est hyper simple. Require benchmark, elle est de base dans la lib Ruby. Et vous faites benchmark, report, et vous faites 500 fois. Là, j'ai fait 500 fois, mais l'idée, c'est de commencer avec un petit chiffre et de voir si ça prend longtemps, si ça met plus de 5 heures à tourner. Vous pouvez arrêter votre process et recommencer. Faites des petits chiffres qui s'incrémentent jusqu'à ce que ça fasse au moins 2 secondes dans ces eaux-là. Sinon, les tout petits chiffres seront pas du tout intéressants. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, il y a des tas de façons de faire des sommes de mon mine en Ruby. Et j'en ai listé quelques-unes, là, comme ça. Je ne vais pas les expliquer toutes, mais je veux que vous en choisissiez une qui, d'après vous, serait la plus performante. Donc, faites un petit tour. Il y a tout un tas de façons de faire, donc avec des each value qui renvoient un énumérateur sur lequel on peut lancer inject. Alors du coup, peut-être que ça fait moins de tours de boucle. Utiliser MapReduce, utiliser donc le sum d'Active Support, inject en passant la variable directement ici sans appeler le H1. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de façons de faire. Et c'est une des richesses de Ruby, mais parfois, on aimerait savoir quelle est la plus performante à ce moment-là pour essayer de la mettre en balance avec quelle est la plus jolie ou quelle est la plus utile, quelle est celle qui m'évitera d'avoir Active Support ou d'avoir une autre librairie dans mon projet. Est-ce que tout le monde a choisi? Alors si vous n'avez jamais fait de Ruby, prenez-en une au hasard, celle qui vous paraît performante. Ok, vous l'avez en tête. Gardez-la en tête. Voilà juste le bout de code que j'ai utilisé pour faire ce test. J'ai repris la lib benchmark. Je me suis fait une petite méthode bmark pour que tout rentre sur ma slide et que je les ai vraiment l'un en face de l'autre. Voilà, le GIST est là-haut pour ceux qui veulent voir ce que fait bmark. Roulement de tambour. Vous n'avez pas oublié, j'espère. Voilà le résultat. Alors on va s'arrêter sur les chiffres dans une seconde, mais juste avant, pour ceux qui n'avaient jamais vu de benchmark, la moitié, disons même les 3/4 des chiffres ici ne servent à rien. Ne regardez que cette colonne-là. Les autres donnent des indications qui ici sont vraiment pas très pertinentes dans notre cas. En général, on ne s'intéresse qu'à la dernière.
Donc, si on les remet en perspective et qu'on arrondit, les voilà toutes. Alors, on va commencer par le grand perdant, hash.sum. Qui avait hash.sum dans la salle? Ok, bien. 6,26, c'est dommage, c'est la plus jolie. Mais bon, voilà, c'est souvent des choix qu'on a à faire. Hash.sum, c'est vraiment ce que je vais utiliser par défaut. Mais en fait, il y en a une à peu près équivalente juste ici, à 3,97, qui est vraiment pas loin, qui est assez équivalente, qui fait hash.values.sum. C'est ma deuxième préférée, mais on va aller juste après sur qu'est-ce qu'on a. On a 5.13 hash.eachvalue.sum. Qui l'avait celle-là? Hash.eachvalue.sum. Ouais. Désolé Sylvain. Bah ouais, non, mais elle est belle pourtant. Mais elle est belle. Il y a un énumérateur. On se dit que ça fait peut-être moins de tours de boucle. Et ben non. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 4.21 inject block var, donc celle-là, qui est la plus longue. Qui l'avait? Ah, non plus. Désolé Anne-Sophie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La suivante, c'est 3... On a une 4... Ah, 4.23, ok. Ah, c'était pas... Il y avait encore plus long. Il y avait plus long. Il y avait each map reduce, donc la deuxième ligne. Qui l'avait celle-là? Eh bah non plus. On va continuer. Toc, on en est à 3.19 hash values map avec un map reduce sur un values. Qui l'avait? Ok. Il y a des très bons rubistes à chaque fois, hein. Mais non. Ensuite, on a un 2.86. Donc celle la toute première tout là-haut. Qui avait celle-là? Ok. Et ouais, c'était. Alors oui, pardon, j'ai oublié de dire que je les ai retriés par ordre alphabétique du petit nom que je leur avais donné là-bas pour essayer de pas être influencé. Et enfin, la plus performante à 2.30. Hash values inject 0, donc celle avec laquelle j'ai commencé, mais j'étais pas du tout certain que ça serait la meilleure. Et en réalité, j'ai commencé par chercher des solutions en me disant non, il y a mieux, il y a forcément mieux. Je vais trouver quelque chose de mieux. Et ben non. Tout ça pour dire que mes a priori étaient faux, que ici, dans la salle... pardon, j'ai pas demandé qui l'avait, celle-là. Du coup, le meilleur résultat. Donc, combien? 2. Bravo. Le hasard fait bien les choses. Oui, bien sûr. Ah. Absolument, non, mais c'est une très bonne question. Quelle était l'implémentation de Ruby? Là, c'était MRI 2.1. Voilà. Ah, c'est pour ça. Pas du tout. Et je referai le même choix d'ailleurs. C'est juste que en fonction des implèmes qu'on fait, souvent il y a des petites astuces. Alors, tu parles d'un micro. Mais moi, quand j'ai commencé Ruby, c'était genre il y a longtemps. Genre 8-10 ans. Et du coup, à l'époque, c'était super cool parce que tu avais des mecs, enfin la plupart des libs, elles étaient juste faites en C, quoi, parce que juste implémenter ton Hitch en Ruby lui-même, c'était même pas la peine. Et donc, du coup, quand tu utilisais les fonctions de la lib standard, enfin composer des trucs tout bêtes, tu vois, genre celle qui gagne aujourd'hui, bah c'était Ruby qui prenait les trucs les plus bêtes et qui les ajoutait, donc avec le coût en perf c'était nul. Et en fait, quand tu prenais des fonctions un peu plus évoluées, alors je dis pas Active Support, ça n'existait pas, mais dans l'idée de la lib standard, bah du coup là tu avais les mecs qui avaient fait une lib en C et qui traçaient. Et je pense qu'aujourd'hui avec la compile Just in Time de JRuby, ce serait vraiment super intéressant de refaire tourner le truc, parce que ça se trouve le mec il se dit ouais .sum, en fait je sais ce que c'est, je le paralyse de base et enfin ça va torcher, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison, parce qu'une des raisons pour lesquelles values
a une assez bonne place, c'est que elle est implémentée directement en Ruby, alors que voilà, il y a vraiment une différence selon l'implémentation de Ruby. Donc ça, ce genre de résultat, ça ne veut pas forcément dire que ça va être la solution qu'on va choisir à tout jamais pour faire cette somme. Faut la mettre en perspective de plein d'autres choix. Mais bon, c'est à connaître. Faites des benchmarks, surtout pour ce qui est important dans votre système. Ruby n'est pas le langage le plus rapide au monde, et c'est pas grave. Mais sur certaines parties de votre code, sur les choses importantes, ayez l'habitude de ne pas faire confiance à votre instinct. Voilà, merci. C'est fini. Si tu passes, parce qu'en fait, il nous reste... Ah, il y avait d'autres questions. Ouais, bien sûr. Non, moi j'adore les benchmarks, je m'en sers souvent. Notamment il y a un truc, c'est JSperf en ligne, je sais pas si vous connaissez, c'est pour le JavaScript. Et moi je trouve que c'est vachement en rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure, 42 Ground. C'est-à-dire que moi je trouve que ça a vachement du sens de pouvoir sur des petits morceaux de code le mettre en ligne et pouvoir faire des benchmarks. Justement, donc ça rejoint vachement le projet qu'on a vu tout à l'heure avec l'ensemble des langages. Donc déjà, ça permet d'apprendre à coder. Moi plein de fois je change comment je travaille en allant regarder quel est le truc le plus optimisé. Donc je trouve que ça a vachement une bonne synergie avec l'autre projet. Alors, je sais pas où sont les loulous. Ah, ils sont partis carrément. Ouais, donc je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça c'est une vraie application de ce que j'ai vu quand j'ai vu le truc que tu as présenté. Moi j'ai pensé à ça en fait. De dire je poste un truc en ligne, je poste différentes façons et je vois quel est le truc le plus rapide. Tu vois ? Ouais, alors... On m'entend là ? Ouais. Mais alors par contre, bon, ce qui est pas très pratique, c'est que la lenteur d'exécution, elle n'est pas forcément due que à la même machine. Il suffit qu'il y ait plusieurs personnes qui tournent des bouts de code en même temps et il suffit que le serveur il prenne un petit coup. Ça pourrait peut-être changer le résultat. C'est vrai que c'est le seul défaut que je vois là-dessus. Mais ça pourrait être une bonne idée. Je veux pas insister, mais voilà, l'idée c'est que du côté serveur, voilà, c'est différent parce que le serveur il peut être un peu différent. Mais c'est vrai que c'est vachement intéressant comme information, quoi. T'arrives, tu vois tout de suite. Tu vois. C'est vrai que c'est vachement pratique, au même titre que les tests ou ce genre de choses pour vérifier. Et dans la lib benchmark, il y a des façons de rejouer dans des ordres différents également tous vos jeux de tests pour s'assurer qu'il n'y a pas une histoire d'ordre qui joue dedans. Et donc, pour gérer les problèmes de latence sur un serveur, ça pourrait aussi passer par une façon différente de l'appeler beaucoup plus de fois. Donc, c'est tout à fait possible de relier les deux. C'est une bonne idée. Est-ce que vous avez faim ? Non. Attends. Juste un truc. Avant, juste là. En fait, si on est dehors d'ici dans 45 minutes. Et en fait, il y a la bouffe qui nous attend. Donc, ce sera la dernière question et après on y va parce que sinon ça va. Et en fait, on va pas pouvoir faire la dernière presse de Alex. Soit il est d'accord. Donc, on va le reporter à la prochaine fois en priorité. Donc désolé Alex, mais voilà, il va falloir qu'on accélère un peu parce que voilà, on a là 42, il faut qu'on parte dans 45 minutes, il faut qu'on soit sorti. Ouais, 42 minutes. Donc vas-y, dernière question. En fait, les gens, maintenant, vas-y dans le micro. Ce qui est recommandé d'utiliser, c'est IPS, je sais pas si tu connais, pour avoir le nombre d'opérations par seconde. Et quand tu fais ça, en plus, tu as l'incertitude déjà, parce que là, tu n'as aucune incertitude sur ce que tu as fait. Et donc, ok, 2,82, 2,23, mais si c'est plus ou moins 2, bah, ça ne veut rien dire, quoi. Et Ouais. du coup, voilà, ce que je recommanderais, si les gens ils veulent faire des benchmarks, c'est au minimum déjà d'utiliser IPS. Et après, tu as plein de trucs pour faire des benchmarks, quoi. Ouais, absolument, je conseille IPS. Là, je ne l'ai pas fait par par simplicité, mais je m'en sers également. Et un benchmark est toujours relatif à un autre. Donc, voilà. Puis par rapport aux machines, tout ça, voilà. Bah là, je voulais juste dire, ça voulait pas dire grand-chose, les Merci. résultats. Là.